Donc voilà, merci beaucoup d'être là pour ce premier cours en quête de sens. Donc, je vais vite faire un petit résumé de ce cours-ci. Donc, je vais avoir une présentation, un peu ma philosophie et mon approche, reposer une grande question de la philosophie, qu'est-ce que la réalité, puisque c'est sur base de ça qu'on trouve du sens, l'importance des paradigmes dans le sens qu'on donne aux choses, exemple de différents paradigmes, puis l'impact et conséquences d'un paradigme en pratique. On va faire aussi quelques exercices tout au long du cours. Pour les cours suivants, on va poser les grandes questions existentielles, le mystère de la conscience, une vision, analyse symbolique de la réalité, et si tout avait un sens, les limites de différentes visions du monde, une déconstruction de la réalité, retour aux questions ontologiques fondamentales, c'est souvent les questions de l'origine des choses, puisque c'est toujours un peu le problème. Il y a beaucoup de personnes en sciences qui disent « donnez-moi un miracle et puis je peux expliquer tout le reste ». C'est-à-dire « donnez-moi l'univers, je sais pas, l'espace, le temps, quelque chose, puis après ça, oui, je peux vous expliquer la cause et l'effet ». Mais la cause première, c'est la grande question. Ensuite, nous allons faire quelques exercices de l'esprit. J'aime beaucoup faire ce genre de choses, par exemple se mettre à la place de Dieu, leur redescendre les pieds sur terre en disant « ok, en pratique, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, toutes ces explorations un peu métaphysiques ?» Et puis, on va faire aussi un peu de questions-réponses et d'échanges, parce que c'est aussi intéressant de vous laisser poser des questions et voir cette interaction-là, et pas juste faire un cours ex cathedra. Parfois, les choses les plus intéressantes émergent à partir des questions. Donc, pourquoi un cours sur la quête de sens? Eh bien, l'humain ne peut agir dans le monde sans donner un sens à ses actes. Alors, c'est un sens dont on est au courant, on est conscient du sens qu'on donne, ou alors il est inconscient. Mais il y a toujours un sens. Ça peut être un sens biologique inné, par exemple. Juste le sens de « je me protège pour survivre » ou « je cherche compulsivement de la nourriture », etc. Mais il y a toujours un sens. On n'agit pas sans ça, et donc c'est important de se poser la question du sens, puisque l'humain est à même de mettre les choses en conscience, en lumière, et c'est à travers ça qu'on évolue. Donc, je me présente, effectivement, donc Martin Schmalzried, j'ai un master en sciences politiques de l'ULB, je travaille pour une ONG sociale au niveau européen en tant que lobbyiste sur le domaine de la finance. Je suis aussi accessoirement mes loisirs, ça inclut le fait de composer de la musique classique et de la musique de jeux vidéo. Je suis également formateur, conférencier et auteur. Donc j'ai écrit plusieurs livres, des livres pour enfants, des livres pour adultes, sur ces grandes questions d'ailleurs. En fait, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 6 ans, 7 ans, maintenant bientôt, je faisais des insomnies parce que j'étais collapsologue. J'étais persuadé que tout allait s'effondrer. En travaillant au niveau européen, surtout dans le domaine de la finance, je me dis, comment ça se tient? Comment ça tient encore, ce système? C'est pas possible. Je veux dire, à chaque minute, je pensais qu'il allait y avoir quelque chose. Il allait y avoir, je sais pas, une crise financière qui allait tout engloutir, toute la finance, les banques allaient faire toute banqueroute. Bref. Donc je stockais de l'eau dans ma cave, avec des pâtes, vous voyez un peu le délire. Et j'en faisais tellement d'insomnie, j'étais tellement mal en fait, que je ne pouvais plus vivre comme ça, c'était plus possible. Dans un mal-être vraiment profond. Et donc j'ai dû sortir de ce mal-être. Et quête de sens, c'est en fait quelque part, c'est cette année que j'ai traversé, ce que j'ai pu trouver pour essayer de me faire d'être debout devant vous et de ne pas avoir des poches sous les yeux et d'être là avec, je sais pas moi, un petit truc en aluminium disant on va tout s'ouvrir. Donc voilà, et donc c'est quelque chose que j'aimerais partager parce que c'est important, je trouve, aujourd'hui, notamment par rapport à toutes les questions que vous avez posées. Il y en a beaucoup en fait qui sont dans ce sens-là, c'est de se dire enfin où ça va tout ça, à quoi ça rime, on est un peu perdu. Donc, la philosophie de mon cours, il y a quelques petites quotes ici. Noam Chomsky, qu'on ne présente plus. Les intellectuels, n'oublions pas, ont bien intégré l'idée qu'il faut que les choses paraissent compliquées, sinon à quoi servent-ils? Moi, je reformule un peu différemment, je dis ce serait terrible si les choses étaient simples, tellement de gens dépendent du fait qu'elles soient compliquées. Alors, Carl Jung, une citation que j'aime beaucoup et qui, pour moi aussi, parle beaucoup du sens. Autant que nous puissions en juger, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans les ténèbres du simple être. Ça, c'est vraiment profond. C'est ce que nous allons explorer. Et alors, Héraclite aussi, un de mes favoris. Rien n'est permanent, sauf le changement.
Donc ma philosophie, c'est la simplicité. J'aime pas les choses ultra complexes. Je me dis, mais pourquoi est-ce que la vérité doit forcément être comprise par 3-4 personnes qui sont double doctorants, post-doctorants, et que ça tienne dans 50 000 formules mathématiques qui sont compréhensibles par personne, ou seulement certains élus. Pour moi, il n'y a aucune raison, en fait, que les grandes vérités ou les grandes réponses aux grandes questions existentielles soient nécessairement compliquées. Et donc, mon approche, c'est de faire beaucoup de métaphores, d'allégories. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se veut un peu universel et vraiment pas du tout essayer d'obscurcir les choses. Néanmoins, la méthode que j'aime bien employer, c'est celle du tâtonnement, c'est-à-dire d'approcher un même problème, comme celui de la quête de sens, du sens des choses, à travers plein de différentes approches. C'est comme si voilà, l'éléphant, c'était un peu le sens au sens absolu, et puis nous, on va essayer de toucher différentes parties de cet éléphant pour, au final, toucher la même chose, mais sous un angle différent, et ça va nous permettre de l'éclairer de différentes façons. Donc, c'est une quête, une recherche de sens que nous allons faire ensemble. Au-delà de la recherche d'une vérité absolue, c'est une tentative d'approcher la vérité à travers la mise en relation des différents points de vue. Il y a aussi, ce qui est très important, c'est l'implication de sa vérité sur l'expérience qu'on va vivre. Et c'est de s'impliquer dans cette quête de sens. Et il faut prendre donc les responsabilités pour le sens qu'on adopte, puisque après en miroir, on aura une expérience de la vie qui sera simplement qui découle logiquement du sens qu'on a donné à la vie. Donc je vous donne un exemple. Imaginons que tout le monde croit que la Terre est plate. Peu importe si c'est vrai objectivement, si vous en êtes persuadé, vous allez en faire l'expérience, dans le sens où vous allez naviguer le long des continents, vous avez peur de tomber de l'autre côté de la Terre, vous n'allez pas aller en pleine mer. Et donc, pour vous, votre expérience du monde, c'est celle d'une Terre plate. Vous n'avez jamais envisagé d'aller en pleine mer, vous avez trop peur de tomber de l'autre côté. Pour envisager aller en pleine mer, il faut changer d'abord de sens. Vous vous dites, mais non, c'est peut-être pas vrai, peut-être que c'est faux. Et alors vous allez vérifier. Et vous n'allez jamais vérifier si vous n'avez d'abord pas changé le sens. Et donc c'est ça, on pense souvent que les faits ou les expériences sont plus importants avant la croyance ou avant le sens. Mais en fait, c'est d'abord le sens, puisque ça vous fait penser à des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé avant, qui vous permettent d'élargir votre cadre de l'expérimentation et de la réalité. Et donc il y a une responsabilité à prendre par rapport au sens. Évidemment, ça, il faut le faire par étapes, parce qu'il y a des gens qui pourraient complètement craquer si on leur change leur sens complètement, en leur disant, mais non, en fait, tout ce que vous avez cru jusqu'à présent, c'est faux. Je veux dire, c'est très compliqué pour un être humain. Et puis, il y a aussi une approche pratique de la vérité. C'est-à-dire, imaginons, il y a, je sais pas moi, 100 000 ans, un homo habilis qui d'un coup, je sais pas, une espèce d'éclair de génie, et il a la vision qu'un jour à l'avenir, les gens vont rouler en voiture et s'appeler avec des téléphones. À quoi ça lui sert, fondamentalement, il y a 100 000 ans, de savoir ça? Que l'homme évolue. Que l'homme évolue, peut-être, mais en tout cas... Si c'est une réponse à sa question. En tout cas, est-ce qu'il est en capacité, vu son expérience de la vie, de comprendre même ce qu'il a touché et ce qu'il a eu comme intuition? Peut-être pas. C'est peut-être pas ce qu'il voit ou ce qu'il comprend vraiment ce qui se passe. Et puis, ce qui ne va pas simplement avoir une expérience assez terrible de la vie par après, puisque les gens vont dire, il est fou celui-là, de quoi il nous parle, enfin. Et donc, c'est de se dire que finalement, peu importe la vérité, contextuellement, c'est important. C'est-à-dire que peut-être qu'à son époque, ce qui est intéressant, c'est pour lui d'avoir l'éclair de se dire, se servir du feu, par exemple. Acquérir la maîtrise du feu ou la maîtrise d'un outil. Et donc, ça, on verra après avec Hegel, c'est de suivre un peu le cours, quelque part, de l'histoire. Pour pas être totalement en décalage, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose, ça sert juste à vous rendre fou. Et donc, pour illustrer en fait, le fait que la vérité, on est impliqué dedans en tant qu'humain, on ne cherche pas n'importe quelle vérité, j'aime faire un exercice de l'esprit. Imaginez maintenant, Dieu apparaît soudainement dans les nuages à tout le monde et dit « Désolé, j'ai cligné des yeux, il y a 2000 ans qui sont passés, et mais oui, je suis bien là, j'étais juste parti, désolé, pour moi c'était juste des cligner des yeux, mais pour vous, 2000 ans sont passés. En fait, je suis un Dieu très méchant, je vous ai créé juste pour m'amuser parce que je m'ennuyais, et quoi que vous fassiez, vous allez tous en enfer, à la mort. Et d'ailleurs, je vais vous emmener en enfer juste 10 minutes, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble, et puis vivez votre vie, faites ce que vous voulez, moi de toute façon, je fais que vous regardez, je ne me manifeste plus. Imaginez un peu. Terrible, non?
ne serez pas contente quand même d'apprendre ce genre de choses. Donc on sait que Dieu est vivant. Quoi que vous fassiez, vous allez en enfer. La façon dont vous allez vivre votre vie, mais ça s'arracher les cheveux. Vous vous dites, ben, quoi, je vais essayer de devenir immortel alors, et puis s'il n'y a pas de bien, pas de mal, que je sois gentil ou pas gentil, que je sois bon ou pas bon, finalement, quoi qu'il arrive, je vais en enfer. Qu'est-ce que ça change? Et donc, on ne veut pas que la vérité soit n'importe quoi non plus. On est engagé là-dedans. Ça, il faut reconnaître déjà. C'est très important. Parce que dans la quête de la vérité absolue, peut-être on peut parfois perdre le fait qu'on est humain et qu'on est investi dans la vérité et que pas n'importe quelle vérité nous plaît, entre guillemets, ou est OK pour nous. Et donc c'est là que j'en viens à l'approche pratique de la vérité et du sens, c'est de se dire, moi ce que j'ai essayé de trouver, c'est quelle est la vérité et le sens qui est utile pour moi maintenant, à cette époque-ci, pour les défis qu'on traverse maintenant, voilà, et pas dans 1000 ans, pas il y a 1000 ans, vraiment c'est vraiment contextuel. Et ça veut dire que peut-être que ma vision sera dépassée dans 150 ans, mais finalement on s'en fiche, quelque part. Parce que l'idée c'est de bien vivre maintenant, et de ne pas être en décalage, de voir quelle est la petite pierre, quelle est la petite touche, le petit basculement qu'on peut faire au niveau du sens et de la vérité, qui vous permet d'améliorer l'expérience humaine aujourd'hui. Et comme l'exemple avec le Homo habilis il y a 100 000 ans, le fait qu'on va rouler en voiture, ça ne lui permet pas d'améliorer, entre guillemets, son expérience là, maintenant, avec ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là et les défis qu'il est en train de traverser à ce moment-là. Et donc moi, ce que j'aime bien aussi souligner, c'est vos croyances sont les limites de votre réalité. Donc un petit exercice qu'on va faire maintenant, c'est essayer de réfléchir entre quelle est la contradiction entre la recherche d'une vérité absolue, donc une vérité qui tiendrait de tout temps, et le libre arbitre et le choix. Je vais vous laisser 2-3 minutes. Le libre arbitre et le choix, c'est ensemble. Oui, le libre arbitre et le choix, ça va un peu ensemble. Quelqu'un a quelque chose à partager? C'est assez simple. Oui. Dites-moi. Le libre arbitre et le choix, c'est moi. Mm-hmm. Et je suis en face de quelque chose de plus grand que moi. Mm-hmm. Et donc, je ne sais pas si c'est une contradiction, c'est une... il faut vivre dans la vérité. Il y a une vérité absolue, elle existe. On la tâte tous les jours, tout le temps. Mm-hmm. Mais dans cette vérité absolue, je peux choisir, je peux avoir mon libre arbitre. Donc voilà, est-ce que c'est une contradiction? Oui, non. Ça fait partie d'un tout pour moi. Mm-hmm. C'est parce qu'il y a une vérité absolue que je peux avoir un libre choix. Ah, comme ça. Ouais. D'accord, ok. Le libre arbitre ou le choix, comme dit madame, c'est personnel, c'est moi. Et la façon dont je comprends vérité absolue, c'est les valeurs pour tout le monde. C'est ça. Mais je ne suis pas sûre que je comprends. La contradiction, vous l'avez pas enregistrée. Je ne suis pas sûre d'avoir bien pigé tous les termes, mais D'accord. voilà, c'est tout le monde. Mais, Oui. Dans la vérité absolue, moi je vois par exemple les droits de l'homme, par exemple. Mm-hmm. Et donc ça, par rapport au libre arbitre, ça a quelque chose de contraignant. Mm-hmm. Donc on perd, en imposant une vérité absolue, on perd en liberté personnelle. Voilà. C'est ça, là on commence, voilà, on s'approche. Ouais. Mais quand je dis donc la recherche d'une vérité absolue, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui veut encore peut-être... On ne peut pas rechercher quelque chose qui est absolu et qui est universel, tandis que par rapport au libre arbitre ou son choix personnel, là on peut vraiment, je dirais, puiser des éléments en soi pour essayer de chercher quelque chose de mieux, de plus efficace, tandis que la vérité absolue, c'est quelque chose qui est imposé. Quelque part, on n'a certainement pas une possibilité de naviguer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, là où je voulais en venir, c'est que si on examine bien le développement de l'humanité et les différentes manières de voir le monde, la recherche d'une vérité universelle et absolue par lesquelles on est passé, il y a comme une tentative de s'auto-limiter dans ses choix et surtout dans ses responsabilités par rapport à ses choix. C'est-à-dire qu'une fois, par exemple, prenons le monothéisme. Si vous avez la Bible et que Dieu a dit que, mais quelque part, vous n'avez pas le choix. Comment est-ce que vous auriez le choix? Si vous désobéissez, vous êtes puni, damnation éternelle, vous allez en enfer, et il faut obéir, et vous allez au paradis.
Mais c'est aussi une façon de vous dédouaner pour certaines actions. Par exemple, si vous brûlez les sorcières au nom de Dieu, parce que c'est lui qui l'a voulu, là vous suivez les injonctions d'une vérité absolue qui vous dépasse, vous n'êtes que juste une marionnette qui obéit aux lois divines, à la vérité absolue, et donc vous n'avez pas le choix. Donc c'est une façon de se débarrasser du choix et du libre arbitre, et aussi de la responsabilité qui va avec, puisque on ne peut pas vous en tenir rigueur. On ne peut pas vous dire mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez brûlé des êtres humains? Vous dites, moi je suis juste la main de Dieu, entre guillemets. Mais ça nous choque aujourd'hui, mais c'est toujours le cas. C'est-à-dire que même aujourd'hui, avec notre vision du monde qui est scientifique, matérialiste, etc., c'est quand même la recherche de preuves, de choses objectives, mesurables, claires, avec une conclusion à la fin d'une formule mathématique qui vous dit que statistiquement, de façon statistiquement significative, ça c'est la vérité et on ne peut rien y faire. Et donc après, sur base de ça, on peut mettre en place des politiques et puis, il y a des dégâts collatéraux. Nous, on a juste suivi ce que nous disait la science. La méthodologie est complètement différente, on est bien d'accord, mais la logique derrière, elle est plus ou moins la même. C'est-à-dire que vous cherchez quelque chose d'extérieur à vous-même qui vous contraint et vous ne devez pas, à part après, ce qui restera vos choix évidemment, mais comme ça, vous ne devez pas prendre la responsabilité pour ce que vous allez faire par la suite. Oui, donc pour moi, c'est un peu une fuite de responsabilité. C'est ça, c'est-à-dire la quête d'une vérité absolue, souvent dans l'histoire, et moi j'ai essayé plutôt d'aller toucher une vérité qui laisse tout ouvert et en même temps donne des responsabilités, mais qui sont tellement vastes que c'est plus quelque chose qui vous enchaîne. Mais c'est ce qu'on a un peu essayé. C'est comme si on avait peur en fait de notre propre potentiel. On avait peur de tous les choix qu'on pouvait potentiellement faire en tant qu'humain. Et donc on se crée toute une sorte de système dans notre quête de vérité absolue qui nous contraignent parce qu'on a peur, on a un peu peur de tout casser. On a peur donc là, on n'est pas du tout dans le libre choix. Exact. C'est-à-dire que la quête d'une vérité absolue est une façon, parce qu'on a peur de faire des choix, on a peur de prendre les responsabilités par rapport aux choix qu'on va poser, donc on cherche une vérité absolue derrière laquelle on peut se cacher pour dire non mais les choix que j'ai posés, les actes que j'ai posés là, ce que j'ai fait, vous ne pouvez pas l'encomber à moi, incombez-le, vous pouvez vous adresser à cette vérité absolue, qui n'est pas moi d'ailleurs, c'est en fonction d'elle que j'agis, et donc moi je suis en dehors de toute responsabilité. Alors évidemment, voilà, on peut débattre, évidemment, je ne sais pas moi, au XIVe siècle, vous pouvez peut-être objecter aux prêtres en disant, montrer dans la Bible, non mais regardez, Dieu n'a pas dit exactement ça, etc. Vous pouvez peut-être avoir des débats entre clercs, et aujourd'hui par exemple, vous avez aussi tout le débat entre la responsabilité du médecin, s'il fait quelque chose, et voilà, évidemment il y a plein de débats qu'il y a à avoir là-dessus, sur la vérité absolue derrière laquelle on se cache et la responsabilité de l'humain, mais c'est juste de mettre ça en lumière, en fait. Et donc, la grande question que se sont posées tous les philosophes, qui remontent à l'origine même de la philosophie, c'est qu'est-ce que la réalité? Donc ici, Matrix, un classique. Qu'est-ce que Morpheus qui s'adresse à Neo dans le film, qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Alors c'est juste le mythe de la caverne, réexploré avec Platon, mais vous avez donc pas mal de différentes manière d'aborder cette question. Vous avez les philosophes qui partent du principe qu'il y a une réalité objective accessible par les sens, c'est-à-dire que nos sens ne nous trompent pas et sont le reflet de la vraie réalité. Thalès, Anaximandre, Héraclite, Aristote. Vous avez les philosophes qui parlent d'une réalité supérieure au-delà des sens, mais que l'on peut toucher souvent par la raison ou par d'autres procédés, comme par exemple Parménide, Platon, Descartes, Kant. Vous avez la réalité construite ou relative, c'est-à-dire que la réalité est construite par nous-mêmes, ou alors elle est relative, c'est-à-dire en fonction du point de vue elle change. Ça c'est Protagoras par exemple, vous avez Sartre aussi. Et puis voilà, il y a plein de subtilités là-dedans, mais en tout cas vous voyez qu'il y a plein de différentes manières d'aborder qu'est-ce que le réel, et forcément notre rapport au réel change en fonction de sa manière de répondre à cette question. Puisque si on vous parle que la réalité objective est accessible par les sens, alors c'est ça, votre expérience de prime abord personnelle, ce que vous voyez, ce que vous touchez, ce que vous pouvez goûter, etc., que vous allez prendre en considération avant tout.
Si vous vous dites que la réalité est supérieure et au-delà des sens, alors c'est plutôt la raison, les idées qui vont primer sur ce que vous pouvez voir et toucher. Et puis voilà, vous avez d'autres choses encore plus alambiquées, comme l'existentialisme aussi, qui est comme une espèce de liberté totale, mais presque abyssale, dans laquelle on peut se perdre et voilà, se noyer presque. Et voilà. Et donc, c'est là-dedans qu'intervient donc le concept de paradigme. Et alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est donc votre position sur la réalité. Est-ce qu'il y a une réalité objective? Sommes-nous dans l'illusion? C'est-à-dire que ce qu'on peut percevoir là, de ce que je suis en train de voir avec mes sens, c'est l'équivalent d'ombre, comme dans la caverne de Platon, et en fait, il y a une vraie réalité quelque part ailleurs qui m'est inaccessible. Ou alors, sommes-nous créateurs de notre réalité? Donc, intéressant de voir. On va directement dans le vif du sujet. C'est important pour la quête de sens. Il faut savoir où on se place dans notre rapport à la réalité. Parce que sinon, le sens qu'on y trouve, évidemment, est complètement différent. Là, par exemple, sommes-nous dans l'illusion? Aujourd'hui, vous avez la théorie de la simulation, par exemple, qui est une nouvelle version de ça. C'est-à-dire, on est dans une simulation informatique, au final, parce que vous regardez les progrès qu'il y a en informatique, avec les cases VR, les puces dans le cerveau, etc. Donc, d'ici 50, 100 ans, on pourra créer des réalités virtuelles qui sont aussi réelles que ce que l'on expérimente ici, qui accaparent tous vos sens, et donc de là, logiquement, on peut en déduire qu'on est dans une simulation. Et notre position concernant la réalité change au cours d'un âge. Bien sûr, bien sûr. Et d'après l'éducation, il y a beaucoup de choses. L'éducation, tout à Donc c'est fait. maintenant. Mais vous, maintenant, Okay. si vous deviez vous positionner là-dessus, où est-ce que vous vous situeriez? Dans le premier, ce que je sens, ce que je vois. D'accord, donc il y a une réalité objective, et c'est celle que vous expérimentez, et vous êtes accessible par vos sens. D'accord. Oui, moi je dirais ça aussi. Un peu de créateur. On peut avoir deux. On va voir deux, oui, bien sûr. Oui, on est créateur de notre réalité en fonction de qui on est. En étant quand même, oui. Acteur et créateur aussi. Mais, enfin, déjà, au niveau de la réalité, notre réalité en tant qu'être humain n'est pas du tout la même que celle de mon chien, par exemple. Ah oui, c'est tout à fait. L'expérience. Donc, l'expérience, enfin bon, voilà. Même de deux êtres différents. Ah oui. Donc, voilà, enfin, c'est pour ça que donc, une réalité à travers les sens, elle peut être extrêmement variable. Moi, c'est vrai que je suis tenté par le créateur Créateur de la réalité. Mais oui, en fonction de nos valeurs, de notre santé mentale. J'imagine qu'un quelqu'un qui est un grand dépressif n'envisage pas le monde de la même manière que quelqu'un qui est amoureux. Quoi. Là, on en vient donc au paradigme. Donc c'est très important, puisque le paradigme, c'est quelque part le prisme à travers lequel vous donnez un sens au monde. Alors, la question de qu'est-ce que la réalité, c'est une façon d'aborder l'influence d'un paradigme sur votre manière d'appréhender le monde, mais le paradigme, c'est vraiment la lentille à travers laquelle vous analysez le monde. Ici, donc, la définition, un paradigme est un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini, mais vous avez d'autres définitions. Par exemple, un paradigme est un ensemble de principes, de théories, de méthodes, de valeurs qui définissent une approche particulière pour comprendre et expliquer un phénomène. Donc c'est une sorte de prisme à travers lequel on voit la réalité. Et là-dedans, vous avez un chercheur qui s'appelle Thomas Kuhn, qui est très très connu dans la philosophie des sciences, qui a beaucoup réfléchi à ces questions, et qui donc part du principe que la science avance par saut conceptuel de différents paradigmes. Par exemple, quand vous regardez la science selon Aristote, il y a l'idée du mouvement final, c'est-à-dire qu'un objet veut tomber, sa finalité c'est qu'il soit au sol, et quand vous faites un pendule comme ça, là, que le pendule est en train d'osciller, pour Aristote, en fait, vous êtes en train d'entraver ce mouvement où il a envie d'aller au sol. Okay. Donc c'est comme si le sol était son intention, il y avait comme quelque chose qui l'attirait vers un état final qui est le fait d'être au sol. Quand vous passez à Newton avec la gravité, c'est plus le sol du tout qui est la finalité, c'est juste des corps qui s'attirent et vous avez plutôt une physique du mouvement. Et donc tout change. La manière de voir le monde change, la manière d'interpréter le même pendule qui est en train d'osciller
on le voit de façon complètement différente, on lui donne un sens complètement différent. Et donc, une citation de Thomas Kuhn, « Celui qui adopte un nouveau paradigme à un stade précoce doit souvent le faire au mépris des preuves fournies par les résolutions de problèmes. Autant dire qu'il lui faut faire confiance au nouveau paradigme pour résoudre de nombreux et importants problèmes qui sont posés, en sachant seulement l'incapacité de l'ancien à en résoudre quelques-uns. Une décision de ce genre ne relève que de la foi. » Et ça, c'est l'expérience que font toutes les personnes qui adoptent une nouvelle manière de voir le monde à un stade précoce, où tout le monde pense de façon différente. Ils sont souvent ostracisés, personne ne comprend, et ils doivent juste se faire confiance assez. Et il y en a beaucoup, même dans l'histoire des sciences. Par exemple, le premier, je ne me souviens plus exactement de son nom, je crois que c'est quelque chose comme Van Burger, ou quelque chose comme ça, qui avait théorisé les continents qui glissaient comme ça sur le magma. En fait, on s'est foutu de ça, on s'est payé sa poire pendant quasi toute sa vie, en fait. Hein. Et jusqu'à ce que, en fait, on prouve qu'il avait raison. Ou alors Boltzmann encore, qui est un scientifique qui s'est même suicidé, parce qu'on le... tellement... Enfin, il avait aussi d'autres problèmes de santé mentale, mais il s'est suicidé parce que tout le monde se moquait de lui avec son idée de l'atome. Et pour finir, en fait, c'est lui qui avait raison. Et donc, selon Thomas Kuhn, en fait, il n'y a pas de fait sans théorie. Donc, il faut un cadre analytique pour analyser quelque chose, pour en faire un fait. S'il n'y a pas de théorie derrière pour expliquer un fait, alors ça ne peut pas être un fait. Les observations scientifiques sont toujours interprétées à travers donc, un cadre théorique. Les faits n'ont de sens qu'au sein d'un paradigme, une manière de voir le monde. Et alors, donc, les évolutions de la connaissance, de la science, mais même de la connaissance plus généralement, c'est pas une accumulation de savoir linéaire, c'est-à-dire qu'on accumule du savoir au fur et à mesure de plus en plus sophistiqué, qui se construit gentiment comme une maison avec des étages, mais vraiment un shift complet, conceptuel, qui fait table rase de tout ce qu'on avait su auparavant, et qui reconstruit tout, réinterprète tous les faits à une lumière nouvelle qui est ce nouveau paradigme. Alors il y a évidemment la révolution copernicienne, hein, avec le modèle héliocentrique plutôt que celui où la Terre est au centre de l'univers. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tellement d'autres. Voilà. La science ne progresse pas de manière linéaire, mais par des sauts conceptuels. Alors, pour les animaux, par exemple, eux n'ont pas de filtre par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se donner des explications mentales. Quand il y a un feu, ils ne sont pas en train de se dire « Ah, ça c'est Zeus qui est en train de me punir » ou « Je ne sais pas moi, c'est Prométhée qui a envoyé le feu sur la... » Non, c'est juste « J'ai peur, je fuis, voilà, survie, instinct. » C'est quelque chose qui est en deçà d'un cadre conceptuel, d'un paradigme. Et c'est en ça, en fait, quelque part, que l'être humain est vraiment unique. C'est que nous, face à un feu, on peut y superposer un paradigme ou une vision du monde par rapport à cette réalité qui nous fait qu'on peut interagir de façon originale face à un même événement. Donc, on peut se mettre à prier devant un feu, en vénérant une divinité qui est dans le feu, ou on peut prendre de l'eau et l'arroser quand on a compris que quand ces deux choses-là, il y a une relation de cause à effet entre la manière dont l'eau interagit avec le feu et que donc le feu peut être éteint par l'eau, etc. D'accord? Et d'ailleurs, donc le mythe de Prométhée qui apporte le feu, donc Prométhée c'est un titan, il va voler, bon, je vous résume sommairement le mythe de Prométhée, il va voler le feu à Zeus et aux autres dieux, il l'apporte aux hommes, les dieux sont furax, et ils punissent à la fois Prométhée, qui est condamné à se faire manger son foie éternellement, et les hommes sont punis parce que Dieu leur envoie la boîte de Pandore. Alors, c'est une façon ultra symbolique, en fait, pour moi, d'expliquer à la fois le pouvoir magique de l'être humain à partir du moment où on s'est pensé conceptuellement et à d'avoir des paradigmes, et l'autodamnation, l'autopunition qu'on s'inflige. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le premier être humain a l'idée de faire autre chose face au feu que de s'enfuir, il n'est pas possible d'avoir cette idée-là sans automatiquement avoir aussi l'idée de tirer une flèche enflammée sur le village d'à côté pour y foutre le feu. Vous comprenez? Donc, c'est que notre capacité à interagir avec le monde en y superposant des idées, des paradigmes, est à la fois notre super pouvoir, on a chopé des dieux, et à la fois notre boîte de Pandore qui est notre condamnation, puisque impossible d'avoir seulement des bonnes idées. Si vous voyez ce que je veux dire.
D'accord? C'est un peu malheureux, mais... Comme ChatGPT, quoi. Ah, si vous voulez, oui. C'est-à-dire, mais ça, c'est quasi tout. C'est universel à toute l'histoire de l'humanité. C'est que dès que vous avez une idée, elle peut être employée à bonne et à mauvaise escient. C'est impossible autrement. Voilà. Et donc, je vous invite à faire une expérience de pensée pour vous mettre en fait dans cette manière d'essayer d'envisager ce que c'est de voir le monde à travers un prisme ou un certain paradigme. Donc, vous vous plongez au XVIIe siècle, vous êtes très croyant et pratiquant, et vous êtes confronté pour la première fois à un prototype de machine à vapeur. C'est quoi votre réaction? En sachant que vous n'avez pas vraiment été en contact avec le développement de la technique jusque-là. Donc, vous êtes vraiment face à ça. Et maintenant, vous voyez un truc métallique qui avance tout seul. C'est quoi votre réaction? Comment réagissez-vous? Quelles explications est-ce que vous avez par rapport à ce que vous êtes en train de voir? Moi, je suis épatée. D'après le cadre analytique, le paradigme que vous avez, donc les lunettes que vous avez endossées, c'est-à-dire vous voyez le monde à travers... Croyant et pratiquant, comme au Moyen-Âge alors. C'est ça. C'est-à-dire que vous voyez le monde à travers le prisme de ce qui est écrit dans la Bible. Ça peut être quelque chose de maléfique. C'est le diable alors. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est alimenté par les feux de l'enfer. Oui, voilà, c'est ça, le diable. C'est ça. Ok? Plein de vous pouvez dire oui, mais c'est le pouvoir des anges parce qu'il y a cette espèce de nuage qui s'en échappe, donc c'est peut-être le pouvoir angélique. C'était le diable. Mais c'est vrai que le feu c'était plutôt le diable. D'ailleurs, c'était quoi? C'était la poudre à canon était appelée c'était quoi? The Devil's Distillate, le distillat du démon. Voilà. Puisque bon, voilà, c'est une puissance démoniaque, ça veut dire une explosion. Mais donc, c'est pour vous faire bien comprendre en fait. Le pouvoir d'un paradigme, c'est que, en fait, on s'en rend même plus compte d'à quel point le sens qu'on donne au monde, notre interaction avec la réalité, est déformé par le paradigme qui nous habite. Et on n'arrive même plus à se mettre à la place de quelqu'un qui voit le monde uniquement à travers le prisme du monothéisme. On ne sait plus. C'est tellement absurde. Mais c'est vrai que si vous êtes confronté à une machine à vapeur pour la première fois, vous n'avez jamais vu ça, vous voyez qu'il y a des flammes dedans et que ça avance tout seul et que c'est métallique, froid et tout ça, bah, vous pourriez effectivement vous dire que c'est un truc démoniaque, c'est Satan, etc. Et d'ailleurs, vous avez eu au cours de l'histoire différents courants ou mouvements qui essayaient d'empêcher l'électricité, d'empêcher plein de technologies, parce que c'était maléfique, c'était dangereux, on va tous se faire électrocuter, on va tous mourir, etc. Mais simplement parce que voilà, il y a une difficulté quand même, ou un lag entre le moment où on évolue, certains humains évoluent dans leur paradigme, leur manière de voir la réalité, et d'autres qui ne comprennent juste pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Et ont du mal à voir le monde comme eux, parce qu'ils n'ont pas la même analyse, le même cadre analytique, les mêmes lunettes, et donner le même sens à ce qu'ils sont en train de voir. Et donc, c'est les paradigmes en fait qui habitent l'humanité, qui déterminent le sens qu'on donne aux choses et surtout le sens des priorités. C'est-à-dire que quand, au XIVe ou même avant un siècle, les gens sont habités par le monothéisme, ben, tout le monde se coordonne, par exemple, pour construire des cathédrales. C'est quelque part, l'homme façonne le monde à l'image de l'idée qu'il s'en fait. Lorsque tout le monde passe à une vision matérialiste de la réalité, eh ben on se coordonne tous pour faire des accélérateurs de particules. Voilà. Donc vous avez progressivement, au plus de personnes sont entre guillemets converties à une certaine manière de voir le monde, au plus le monde ressemble à la manière dont on voit le monde, le paradigme qu'on a endossé. Et donc aujourd'hui, les technologies sont partout. Mais si au XVe ou XVIe siècle, au tout début de la science, vous deviez voir où dans une maison d'un habitant moyen, il y avait les preuves de la science, la technologie, ben, il n'y avait pas grand-chose en fait. Il n'y avait pas de prise, il n'y avait pas d'appareil, il n'y avait rien. Par contre, vous aviez l'image du pape, vous aviez une croix un peu partout, des crucifix un peu partout. Vous aviez quelque part la maison, le village, les choses étaient agencées pour qu'il y ait des signes un peu partout d'une vision monothéiste de la réalité. Et que c'était ça le vrai, hein, la vraie réalité, ou la vérité. Donc ça c'est aussi très important. Il y a quelque chose aussi qui m'amuse beaucoup, c'est quand on fait ce genre de statistiques sur les croyances. Donc voir combien de personnes sont croyantes, combien de personnes sont athées, et combien de personnes sont
différentes religions, hein, bouddhistes, islam, chrétienté, etc. Moi, ce que j'aimerais qu'on pose comme question, c'est combien de personnes, quand ils n'ont plus de batterie, lèvent le téléphone au ciel et demandent à Dieu et aux anges de recharger leur batterie. Ça, c'est plus intéressant comme question. Parce que, malgré le fait que les personnes répondent en disant « je crois en Dieu », etc., la vaste majorité des êtres humains sur cette planète interagissent avec la réalité, avec comme si en fait elle était matérialiste, en sous-entendu. Il n'y a personne qui aujourd'hui interagit encore avec la réalité et le monde avec une vision purement et strictement monothéiste et que tout est divin, tout est les anges, tout est Dieu, etc. Je veux dire, voilà, quand quelqu'un est malade, première réaction, c'est on va chez le médecin, on ne se met pas à genoux et on prie. Je veux dire, donc, même pour les personnes qui sont croyantes, sans s'en rendre compte finalement, ils sont habités par une façon d'interagir avec la réalité qui est sur base du matérialisme, de la science, de la technologie, etc. Donc ça, c'est très important de s'en rendre compte. Donc ça ne reflète même pas du tout, en fait, ce que les êtres humains, peut-être ce qu'ils croient, mais comment ils agissent, surtout. C'est ça qui est important. Quelles actions vous posez sont beaucoup plus le reflet de ce qui vous habite comme croyance, la façon dont vous interagissez avec le monde, que ce que vous déclarez croire. D'accord ? Donc on est vraiment dans ce cadre-là. Alors, ça c'est une citation d'un scientifique que j'aime beaucoup, je vais vous la lire, hein, parce que c'est assez petit. Il s'appelle Michael Levin, et c'est un biologiste, un microbiologiste américain, qui fait des expériences complètement folles sur des micro-organismes, et en fait il met en lumière le rôle du champ bioélectrique par rapport à l'ADN, et ce qu'on peut faire en modulant le champ bioélectrique, plutôt que de devoir moduler l'ADN. Donc par exemple, il arrive à faire pousser des yeux plein d'œils sur le dos d'un tétard, juste en modulant le champ bioélectrique pour dire « fais-moi pousser un œil ici, fais-moi pousser un œil là », sans modifier rien, quoi que ce soit à l'ADN. Donc l'ADN reste intact, il modifie juste le champ bioélectrique. Et en fait, ce qu'il dit, c'est, ici il y a quelqu'un qui sur Twitter, hein, qui poste un tweet, il dit « Paul Dirac », donc c'est un grand scientifique, hein, Paul Dirac, « Je pense que la philosophie ne mènera jamais à des découvertes importantes. Ce n'est qu'une manière de parler des découvertes qui ont déjà été faites. » Alors, Michael Levin lui répond, il dit « Je ne suis pas du tout d'accord. Réfléchir différemment sur la manière de comprendre des questions profondes, sur les types de réponses que nous accepterions, sur ce que comprendre signifie, sur les erreurs de catégorie qui relèvent des catégories obsolètes, nécessitant d'être dissoutes, et sur d'autres aspects philosophiques, a fortement influencé quel type d'expérience nous menons. Et nous avons découvert de nombreuses choses empiriques intéressantes en poursuivant des perspectives philosophiques inhabituelles. Mais je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec ce sentiment. J'ai certainement reçu des commentaires après une conférence en disant « Les données empiriques et les nouvelles capacités sont formidables, j'aimerais que tu arrêtes de parler de ces trucs philosophiques au début. » Mais nous n'aurions pas réalisé ces expériences sans cette perspective philosophique qui les rendait possibles ou intéressantes, ce qui est aussi la raison pour laquelle elles n'avaient jamais été faites auparavant. Et donc là, c'est encore une fois insister sur le fait qu'il faut d'abord voir le monde différemment pour interagir différemment avec le monde et pour avoir des résultats différents. Tant que vous êtes dans un a priori où l'ADN, c'est le seul truc qui détermine la façon dont se forment les corps, ben, qu'est-ce que vous allez commencer à manipuler le champ bioélectrique? Puisque vous avez décidé que c'était ça. Et donc, à partir du moment où vous ouvrez votre perspective, vous dites ben, peut-être pas, alors vous pensez à des expériences qui vont vous mener à des résultats différents. Mais donc, c'est vraiment, c'est là où intervient quelque part la foi. C'est-à-dire que la foi, la croyance doit toujours être précéder quelque part l'expérience, puisque c'est elle qui la motive, et que tant que vous n'avez pas changé vos croyances ou votre foi, entre guillemets, ben, vous ne pourrez pas avoir d'autres résultats. Vous êtes bloqué dans votre système, et vous allez être persuadé que votre monde se limite à ça. Et ça en revient à l'exemple de la Terre plate, hein, c'est-à-dire des gens qui sont persuadés qu'il y a la Terre plate, vous avez vérifié, bah, attends, t'es fou, moi je vais risquer ma vie, aller voir, vérifier où est le bout du monde. Pas question. Voilà. La foi déplace les montagnes. La foi déplace des montagnes, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, dans ce cours, moi, je vais surtout m'atteler au changement de paradigme. C'est-à-dire que, encore une fois, en citant Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. On n'a aucun mal à l'accepter pour beaucoup de choses, sauf pour les paradigmes.
Parce qu'à chaque fois, l'humanité est persuadée que maintenant on est en vrai. Maintenant c'est bon. On a trouvé, c'est bon. Soit c'est la Bible, maintenant c'est bon, c'est le mot, c'est l'ultime message de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la méthode empirique, la façon matérialiste de voir la réalité. Qu'est-ce qui pourrait dépasser ça? C'est pas possible. On a même la même attitude avec nos systèmes de gouvernance. On vous dit la démocratie, bon, c'est le moins pire de tout ce qu'on a, mais il n'y a rien d'autre, c'est fini, c'est la fin de l'histoire. D'ailleurs, c'est le titre du livre de Fukuyama, la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que maintenant, c'est bon, on a fini, c'est terminé, on est arrivé au bout de l'évolution, et il n'y a rien derrière. Alors, c'est évidemment l'histoire de la biologie, justement, le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'un changement de paradigme peut être le fait, par exemple, d'être un singe, de vivre dans les arbres, et voilà, on a une certaine manière d'interagir avec la réalité, on a certaines positions corporelles qui correspondent au fait de vivre dans les arbres, et puis de devoir descendre des arbres et vivre dans la savane, c'est un véritable changement brusque et brutal, qui requiert de complètement changer votre façon d'interagir avec la réalité. Vous devez tout d'un coup vous redresser, ah, ça fait mal, c'est pas très confortable, le squelette n'est pas prévu pour, etc. Et ça engendre des modifications radicales au niveau évidemment de votre forme biologique, mais également votre interaction avec la réalité. Et si vous ne vous adaptez pas, vous vous faites bouffer, c'est tout. Donc voilà, c'est simplement le paradigme, vous êtes obligé de changer parce que la manière dont vous interagissez avec la réalité à un certain moment donné n'est plus adéquate pour assurer votre survie. D'accord? Et donc ça c'est tout ce qu'on vous dit sur l'évolution, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Mais l'adaptation biologique est plus mise en question. Le changement de l'humain dans sa vision du monde, pour moi, c'est ce même genre de logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois l'humanité bute contre une limite à sa manière d'interagir avec la réalité à travers un paradigme, et est obligé d'aller voir au-delà, parce que sinon c'est comme une impasse au niveau de l'expérience. Okay? Donc, quels sont les signes d'un changement de paradigme au niveau de l'humanité? Il y a souvent des discours de fin de monde, d'apocalypse, il y a une vision pessimiste qui s'installe, il y a des solutions qui sont proposées au sein du paradigme dominant qui ne donnent pas spécialement envie, il y a beaucoup de radicalisation, il y a un désir de contrôle des gens, il y a une certaine panique qui s'installe aussi, et il y a une complexité du monde qui augmente et auquel on n'arrive plus à faire face, on n'arrive plus à comprendre ce qui est en train de se passer. Et en plus, vous avez souvent une atomisation aussi des points de vue. Alors, je vais peut-être passer ça et je vais donner directement un exemple et on va revenir à Hegel un peu plus tard, mais le moment où la peste noire frappe l'Europe, par exemple au XIVe siècle, vous avez ce genre de situation. C'est-à-dire que vous avez les prêtres à tous les coins de rue qui vous racontent que c'est l'apocalypse, c'est ça, vous l'avez prédit, regardez bien. Quand vous avez la moitié de la population qui meurt sous vos yeux en l'espace de 4 ans, si c'est pas l'apocalypse, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc mettez-vous à la place de personnes qui sont dans le cadre de la peste noire où vos voisins ils meurent, des gens qui sont trimballés dans des brouettes, des corps, voilà. Il y a, qu'est-ce que j'avais dit? Donc vous avez donc l'apocalypse, la fin du monde. Vous avez une vision pessimiste, clairement, là, dans le cas de la peste noire. Vous avez des solutions qui ne donnent pas envie, c'est quoi? Les solutions de la peste noire, mais rappelez-vous, avec les lunettes du monothéisme et du cadre du paradigme de ce moment-là. C'est quoi? Prier, c'est tout, c'est ce que vous pouvez faire. Bon, priez 20 fois, puis 30 fois, puis flagellez-vous aussi, repentez-vous. Vous avez une radicalisation, la peste noire coïncide plus ou moins aussi avec les inquisitions qui commencent à ce moment-là. Vous avez une tentative de reprise de contrôle qui est en fait en lien avec les inquisitions. Vous avez une certaine panique qui s'installe, vous avez une complexité du monde qui augmente, puisque voilà, vous avez de la population qui augmente, mais avec ça aussi la politique, les différentes relations entre les États, ça commence à vraiment être compliqué. Et puis surtout, vous avez l'imprimerie, vous avez le protestantisme qui va émerger un peu plus tard. Donc, qui a raison finalement entre les catholiques, les protestants et puis les orthodoxes en plus. Ça rajoute de la complexité. Et oui, donc ça c'est donc l'atomisation aussi des points de vue. Et donc, face à ce genre vous voyez bien en fait que là le paradigme qui vous habite
est impuissant pour faire face à un nouveau défi. Tout comme la position d'un singe dans la savane, s'il garde la même posture que quand il est dans les arbres, ben, elle est incapable de faire face aux nouveaux défis qu'il rencontre dans la savane, c'est-à-dire les prédateurs qui se cachent dans les hautes herbes, le fait qu'ils doivent se mettre debout. Alors, une façon de sortir de ça, ben, c'est d'adopter un point de vue comme les tout premiers médecins, c'est-à-dire de commencer à essayer d'expérimenter, comme Francis Bacon, de partir du principe qu'il y a une cause, un effet, de commencer à essayer d'examiner les liens entre les choses, de développer le concept de maladie, et donc de transmission de maladie. Et donc, là où le paradigme ancien est impuissant, vous pouvez prier 20 fois, 30 fois, 40 fois, finalement ça ne change rien, le nouveau paradigme vous donne quand même, c'est pas qu'il vous sauve la vie, hein, c'est pas que miracle, vous avez une pilule, vous êtes guéri, mais c'est que vous avez tout d'un coup un levier, là où vous vous sentiez impuissant avant. Maintenant, vous pouvez pratiquer l'hygiène du corps, vous lavez régulièrement, vous pratiquez les distances, vous ne touchez pas les malades, donc vous avez quand même une explication différente, une lueur d'espoir pour vous en sortir. Là où avant, c'était fini, c'était peine perdue, c'était l'apocalypse, quoi qu'il arrive. Et donc ça, c'est un changement de paradigme assez radical, hein, quelque part. C'est-à-dire que vous basculez vraiment dans votre vision du monde, et le monde n'est vraiment plus le même. Ça se fait progressivement, hein, c'est pas brutal, mais avec ce concept de maladie, c'est plus une punition divine, un châtiment divin, ce sont des causes naturelles, donc c'est vraiment toute une manière de voir le monde qui est transformée maintenant. Vous n'êtes plus dans la même réalité. Alors, vous avez aussi des changements de paradigme au sein d'un même paradigme global. Vous avez quand même une transformation assez radicale et qui sont même amusantes dans ce cas-ci. Ça, c'est la photo d'une rue à Londres en 1893. Est-ce que vous savez ce que c'est ici, sur le côté là? C'est pas de la Terre? Non. Enfin, peut-être. Alors, en 1898 a eu lieu une des premières conférences internationales du monde entier de planning urbain, et nos dirigeants ont discuté littéralement, je ne peux pas dire autrement, de merde. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est du crottin de cheval. Et donc, ils se sont réunis pour discuter du problème que posaient les chevaux dans les grandes villes. Parce que la population chevaline augmentait de façon exponentielle, et un journal, le Times, en Angleterre, je crois que c'était 1894, avait des courbes et des graphiques qui montraient que si tout continuait comme avant, en 1945, le crottin atteindrait le deuxième étage des buildings. Si la population chevaline continuait comme elle était en train de continuer. Alors, les gouvernements se sont bien sûr mis d'accord pour mettre des lois anti-chevaux. Ils ont fait, vous savez, les trucs avec A, B, C, D, E pour dire à quel point les industries étaient crottin-friendly, vous voyez, pour que les consommateurs puissent bien faire la distinction. Puis ils ont fait des lois. Bon, évidemment, non. On sait très bien ce qui s'est passé par la suite. Ford a inventé la première Ford T, et puis, ben, voilà. Vous allez me dire la bonne affaire, on s'est débarrassé du crottin, mais maintenant, on a le CO2. Et en fait, ça, c'est simplement, je reviens à Hegel, le concept de dialectique et de l'évolution de la conscience et de notre expérience de la réalité. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous ne savez pas le résoudre. Donc la thèse, hein. Vous avez, la thèse plutôt, c'est pas le problème. La thèse, c'est plutôt votre manière de fonctionner actuellement. Donc vous êtes tous avec des chevaux. L'antithèse, c'est que vous avez des problèmes. Vous avez le crottin qui est en train de monter, etc. Et puis la synthèse, c'est vous basculez dans votre évolution à quelque chose qui dépasse ces deux choses-là. Donc vous avez révolutionné le transport, c'est un changement de paradigme. Le cheval n'est pas, enfin la voiture n'est pas un cheval amélioré. Je veux dire, c'est pas juste une calèche un peu améliorée, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Vous n'êtes plus en train d'utiliser un animal, voilà, tout est complètement différent. Et donc, mais pour des personnes qui n'ont pas fait le switch dans le paradigme, mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne voit que le cheval et la calèche et rien au-delà. Mais imaginez-vous à quel point les gens se sont cassés la tête au niveau cérébral pour se dire, ok, comment est-ce qu'on fait? Alors il y a du crottin, il faut embarquer le crottin dans des grandes calèches qui sont elles-mêmes tirées par des chevaux, qui produisent du crottin aussi. Mais où est-ce qu'on va le mettre ce crottin? Et alors vous auriez des espèces de montagnes de crottin en dehors des grandes villes. Et alors au niveau sanitaire, ben, je ne vous explique pas la galère. Donc, mais si vous ne voyez pas plus loin que ça,
mais c'est foutu pour vous. Hein. Le graphique que vous voyez, c'est la réalité, et c'est là que ça s'arrête. Et donc, Hegel nous dit donc qu'il y a ce processus dynamique qui a des contradictions comme moteur du progrès de la transformation, et donc que l'évolution de la conscience traverse plein de ces différents stades. Et donc, en fait, ce qui est intéressant chez Hegel, c'est que la vérité est évolutive et non absolue. Et en fait, que le faux, comme le dit Hegel, le faux est un moment du vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais dans la vérité, on est toujours dans le faux, mais il y a une évolution, on est de moins en moins faux, si vous voulez. Il y a une évolution, en tout cas. Et donc, il y a cette progression de compréhension partielle vers des compréhensions plus profondes de la réalité. Et donc, l'implication, quand on voit les choses sous une forme plus hegelienne, on va dire, c'est que la réalité est un processus en constante évolution et que la connaissance est dynamique et toujours en mouvement et jamais figée. Et donc ça, il faut se l'appliquer. Et quand on cherche le sens, quand on est en quête de sens, avant même d'être en quête de sens, il faut savoir quelles lunettes vous avez sur les yeux quand vous êtes dans cette quête de sens. Parce qu'en fonction des lunettes que vous portez, le sens que vous allez trouver, il va être totalement différent. Le sens que vous allez donner au monde. Et donc tout ce qu'on va voir dans les cours suivants, c'est, on va faire un jeu déjà où on va essayer de trouver le sens correspondant aux différentes visions du monde et voir dans quel sens ça peut changer. Et ça, on l'a déjà fait finalement un peu avec la peste noire, hein, c'est-à-dire qu'en fonction des lunettes que vous portez, de la manière dont vous voyez la réalité, le sens que vous voyez à la peste noire est complètement différent comme événement. Soit c'est un châtiment divin, soit c'est juste une maladie. Et donc c'est plutôt que d'être en quête de sens comme la chose la plus importante d'abord, c'est de vous poser la question de quelles sont les lunettes à travers lesquelles vous regardez la réalité et les croyances et le paradigme qui vous habite. Ce qui est très compliqué. Alors, donc aujourd'hui, désolé, vous avez... Je me disais, une fois qu'on les connaît, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les... Les paradigmes. Nos croyances, les paradigmes de notre croyance. En fait. Alors ça, je vais aborder ça dans le suivant, hein, mais pour moi, c'est une façon de... Il faut digérer en fait les paradigmes qu'on a. C'est comme... l'exemple que je vais donner, c'est comme des poupées russes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Ce n'est pas une question de jeter les anciens paradigmes, hein, mais vraiment de les intégrer et de voir ce qu'il y a de bon à prendre dans chaque. Là où je veux en venir, c'est que finalement, aujourd'hui, ne serions-nous pas dans une situation analogue à la peste noire du XIVe siècle? C'est-à-dire que vous avez de nouveau l'expérience des limites du paradigme actuel à donner sens à la réalité et pour poursuivre l'expérience. Le changement climatique, les guerres, toutes ces choses-là, finalement, est-ce que ce ne sont pas finalement des produits de notre manière de voir le monde et qui nous empêchent de faire face à certains événements et certains cataclysmes? Donc, je vous avais fait la liste d'avant, on va encore y revenir. Donc, vous avez une annonciation de fin du monde. Quand on voit le changement de paradigme, ça, on vous l'annonce tous les jours, la fin du monde, c'est-à-dire il y a le monde du dépassement, il y a les projections sur quand est-ce que la Terre va être inhabitable, etc. etc. Vous avez donc une vision plutôt pessimiste qui s'installe, ça je pense que même au début du cours, il y en a pas mal qui en ont parlé. Les solutions qui ne donnent pas envie, ça on le voit aussi, hein, c'est-à-dire que quand on vous dit, voilà, ça c'est le problème, vous avez le changement climatique, tout ça, les solutions c'est que vous rouliez tous à vélo et que vous habitiez des tiny houses dans des toilettes sèches et que vous ayez tous votre potager. Voilà, et on va faire ça jusqu'à ce que le soleil explose. D'accord? Et en fait, je caricature, hein, bien sûr, mais on est à peu de choses près de ce genre de choses. C'est vraiment, il faut vraiment maintenant commencer à tout arrêter et vraiment vivre dans la sobriété, une sobriété heureuse en plus. C'est un peu cette autoflagellation quelque part, hein, religieuse, hein, on revient là, vous êtes des méchants pécheurs, vous avez consommé. Vous avez consommé, maintenant vous allez devoir vous repentir d'avoir consommé. Avant c'était, vous avez péché, je ne sais pas moi, ce que vous avez fait, vous avez déclenché la peste noire, mais vous avez péché, maintenant vous devez prier. Il y a une radicalisation aussi, donc ça c'est vraiment vous voyez en fait maintenant des gens qui paniquent parce que quand on a peur pour sa vie, en fait il faut se mettre à la place des personnes qui vivaient au XIVe siècle. Encore une fois, quand vous êtes habité par le monothéisme et que vous voyez la fin du monde arriver, vous êtes en train de les chercher, ces méchants pécheurs qui ont déclenché ces cataclysmes quand même. Et il n'est rien de plus légitime que de les brûler. C'est tout ce qui mérite finalement. Parce que votre vie est en jeu, vous n'avez pas envie de mourir, vous n'avez pas envie d'être puni avec les autres. Vous voyez ?
Aujourd'hui, bon, heureusement, on ne veut plus les sorcières, donc ça va, mais on est tous en train de chercher, c'est qui le gars qui roule en 4x4 diesel, qui consomme 100 litres au 100, là. On est tous en train de chercher qui veut prendre l'avion 50 fois par an, et pas pour les brûler, mais bon, on va peut-être les restreindre d'une autre manière, on va les taxer, on va leur donner des pénalités, on va les punir d'une autre manière. Une tentative de reprise de contrôle, ça, je pense que c'est clair, une panique, une complexité qui augmente. Ça, je vous en avais parlé aussi. Ben, bonne chance pour donner, entre guillemets, sens à ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces contradictions qui vont dans tous les sens. Vous avez donc le consensus des scientifiques qui sont tous d'accord sur le climat, les problèmes, etc. Et puis, vous avez les complotistes, les pseudo-scientifiques qui sont contre. Et donc, vous avez finalement, ben, ok, vous avez les catholiques et les protestants. Donc, en fait, on ne sait plus finalement où donner de la tête, qui a raison là-dedans. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut démêler toute cette complexité. Alors, on peut soit se dire on reste sous le catholicisme, le pape et la structure mainstream, ou alors on est des rebelles, on va chez les protestants. Et là, je ne vous parle pas d'analyse de bien mal, je vous parle de patterns, de schémas qui se répètent dans cette dialectique d'évolution des paradigmes et de ce qui arrive quand un paradigme il est au bout de ce qu'il peut faire pour donner sens à la réalité, pour poursuivre l'expérience et pour gérer des problèmes, certains problèmes auxquels vous devez faire face. Et donc voilà, donc ça vous en avez, et vous avez effectivement une atomisation. Maintenant on dit pseudoscience, et avec ChatGPT on se dit mais finalement on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est la vraie science et ce qui est de la fausse science, et même les scientifiques déplorent le fait que la manière dont fonctionne la production de savoir est presque, aboutit presque automatiquement en fait, au fait qu'il y a de la mauvaise science qui est publiée. Puisque dans le milieu académique, vous avez en anglais, on dit « publish or perish », c'est-à-dire publier ou alors vous êtes invisible, vous périssez. Et les journaux scientifiques eux-mêmes ont un modèle économique où ils vous font payer en tant qu'auteur pour publier, et donc c'est avec ça qu'ils se font de l'argent, et donc ils sont plus à même de publier des articles de mauvaise qualité juste pour avoir des rentrées financières. Et donc, vous êtes, franchement, moi je suis dans ce milieu-là, parce que j'ai commencé un doctorat, qui est en cours actuellement, et je peux vous dire que pour suivre les milliers de papiers qui sont publiés tous les jours sur plein de sujets différents, mais on ne s'y retrouve plus. Franchement, c'est impossible de tout lire. Et en plus, maintenant, avec ChatGPT, vous avez des recherches qui ont été mises au point pour essayer de détecter combien d'articles ont été écrits par des intelligences artificielles, et il y en a de plus en plus, sans surprise. Et donc, vous avez, en fait, cette augmentation de la complexité qui fait que vous êtes paumé, vous ne savez plus où donner de la tête. Au XIVe siècle, et encore un autre truc que j'ai oublié de mentionner, vous aviez aussi le début de l'imprimerie. Alors, dans un sens, c'était bien, enfin, ça arrive un tout petit peu plus tard, mais dans un sens, c'était bien, et dans un autre sens, maintenant que c'est plus l'Église et la structure hiérarchique pyramidale qui dit comment interpréter la Bible et qui détient les vérités, et que chaque personne peut avoir une copie de la Bible chez lui et vérifier, vous avez autant d'interprétations de la Bible qu'il y a de personnes sur Terre, quoi. Et donc, vous avez à partir de ça une atomisation, en fait, de ce qui était consensuel avant. Vous avez d'abord, évidemment, vous avez les catholiques, les orthodoxes, les protestants, mais en fait, quand vous regardez les variantes, entre guillemets, qu'il y a sur base de la Bible, aujourd'hui, mais il y en a des centaines, hein. Surtout aux États-Unis, hein, vous avez des petites églises qui ont leur propre manière d'interpréter les textes, certains plus fondamentalistes, certains plus, je sais pas moi, New Age, etc., etc. Donc vous en avez plein. Vous savez, mais qui a raison finalement? Vous savez plus. Et donc, c'est là où on voulait en venir avec cette digestion des paradigmes, c'est que vous avez, quand vous avez cette complexité qui augmente, vous avez un nouveau paradigme qui apparaît au-dessus et qui chapeaute tout le reste. C'est-à-dire que, peu importe si vous êtes fondamentaliste chrétien, etc., quand votre smartphone il est vide, ben vous le branchez sur votre adaptateur. Okay, vous n'allez pas demander à Dieu de le recharger. Et donc, malgré cette diversité dans la manière d'interagir avec la réalité, enfin de croire dans différentes croyances, la plupart des gens, quand même, ont adapté une vision matérialiste, une manière d'interagir avec le monde qui est matérialiste, qui implique la cause à effet, la science, l'empirisme, la réalité objective, matérielle, etc. Voilà. Mais donc, pour en revenir donc alors, est-ce que c'était ici? Voilà. Donc, les contradictions et les limites du matérialisme, on commence à les voir apparaître. C'est-à-dire que vous avez
la différence entre quantité et qualité. C'est-à-dire, alors ici la petite image pour illustrer d'abord, hein. The Clockwork Universe, c'est-à-dire l'univers machine, l'univers horloge. Et en fait, c'était une manière de voir la réalité vers le 19e siècle, le début du 20e siècle, c'était de se dire, ben, finalement, maintenant qu'on a la science, maintenant qu'on a l'empirisme, en fait, l'univers fonctionne comme une machine. Et donc, on voit le monde à travers le prisme de sa croyance, de sa manière de voir le monde. On se dit, ben, maintenant que ça, c'est mon paradigme, en fait, j'analyse tout comme si tout était une machine. Maintenant, les astres ne tournent plus parce que c'est des dieux, des divinités qui sont là, comme des étoiles, etc. Maintenant, ils obéissent à des lois et ça fonctionne comme une machine, comme une horloge bien huilée. Après, la philosophie, elle avait déjà abordé ces problèmes, mais la science commence à se les reposer plus tard. Hein. La philosophie a toujours un cran d'avance sur la science. C'est qu'aujourd'hui, on pose la question de comment est-ce que vous faites le lien entre les quantités et les qualités. La science matérialiste, quand elle vous parle d'un objet, que ce soit un atome ou un téléphone, elle va vous parler en quantité. Le poids, c'est une quantité, c'est quantifiable, c'est chiffré. Elle va vous parler par exemple de la taille, qui est aussi chiffrée. Vous allez vous dire, ben, c'est telle longueur, telle... elle va vous parler pour un atome de son spin, de son énergie, de son momentum, de son mouvement. Mais ce sont la vitesse, tout ça, ce sont des choses quantifiables, avec des chiffres, qu'on peut mettre en mathématiques. Mais comment est-ce qu'on arrive de la quantité à la qualité? C'est-à-dire la qualité, c'est je goûte une orange, et l'orange elle a un goût. Ça, il y a une sensation associée au fait de croquer dans une orange. Ça correspond à quoi? 35? 26,3? C'est quoi? C'est quoi la sensation que, par exemple, de regarder un être qui vous est cher? Par exemple, vous regardez vos enfants et vous sentez un sentiment d'amour envers vos enfants. C'est du ressenti. Hein. Et oui, mais c'est 265 ou 326? Bon, ben voilà. Donc, en fait, c'est là où la science a du mal. C'est-à-dire qu'elle décrit votre cerveau comme juste des réactions biochimiques avec, voilà, il y a des trucs, il y a de l'électricité qui passe par là. On peut mesurer tout ça, on peut le mettre en chiffres, mais à aucun moment la formule ne vous dit, ben, n'explique en fait votre sensation subjective de ressentir de l'amour ou de sentir ce que ça fait de regarder une orange ou, je sais pas moi, de sentir quelque chose qui vous fait plaisir ou du bien. Donc il y a un gap entre le fait de mesurer les choses et le fait de les ressentir et l'essence même des choses. Mais la science ne peut pas dire autre chose qu'une quantité à propos des choses. C'est la méthode même à travers laquelle vous regardez la réalité. Et donc aujourd'hui, les gens se disent, ben, ok, il y a un problème là, d'explication là, comment vous passez de quantité à une qualité. Ou surtout de se dire que finalement, est-ce que nous n'avons pas réduit le monde à des quantités en partant du principe que les qualités n'existaient pas, alors que finalement le monde c'est que des qualités, et on prétend que c'est possible de les convertir en quantité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'a priori, les gens d'il y a 2000 ans, ils n'étaient pas dans la science, mais eux ressentaient aussi l'amour pour leurs enfants, et ils ressentaient aussi le goût pour les oranges, etc. Mais donc, à partir d'un moment, c'est comme si on avait décidé que les seules choses qui sont utiles ou valables sont les choses qu'on peut traduire en chiffres, qu'on peut chiffrer, qu'on peut mesurer, on peut mettre dans un calcul, et puis ça nous une formule, et puis ça nous donne un résultat à la fin. Alors, c'est pas que c'est inutile, hein. C'est pas du tout que c'est inutile, c'est très utile. Je suis très content que grâce à tout ça, on peut faire tourner des smartphones et faire des choses utiles comme, je sais pas moi, faire tourner des voitures, les transports en commun, etc. Mais c'est pas parce que vous avez un marteau et qu'il est utile qu'il faut commencer à taper tout le monde avec. Si vous voyez ce que je veux dire. Okay, donc ça c'est l'adage, hein, c'est de se dire quand vous êtes un marteau, l'univers entier vous apparaît comme des clous. Hein. C'est de se dire que quand vous avez un prisme ou une manière de voir le monde, bien vous l'appliquez à tout de façon non discriminée, en partant du principe que ça va résoudre tous les problèmes. Ben non, peut-être qu'il faut commencer à juste l'ajouter à votre boîte à outils, hein, d'autres outils, d'autres manières de voir le monde, et de commencer à avoir une relation plus subtile avec les paradigmes et de les utiliser à bon escient. Par exemple, on posait la question tout à l'heure de est-ce que c'est utile de croire, est-ce qu'on peut s'empêcher de croire? Ben, en soi, il n'y a rien de mal à prier pour que quelqu'un guérisse et en même temps appeler un médecin. Puisque prier, ça vous rassure vous, ça vous met dans un bon état, ça vous console, etc. Et en même temps, vous appelez un médecin, et c'est pas contradictoire, c'est pas un problème. Le médecin va vous dire, mais ça sert à rien, de toute façon, voilà, je veux dire, Dieu a rien à voir là-dedans, c'est pas lui qui va guérir votre personne. Mais si ça vous conforte, pourquoi pas?
Et donc là-dessus, il y a des recherches qui ont été faites, hein, qui ont montré que des personnes qui sont croyantes ont moins de problèmes psychologiques, ou enfin elles sont plus posées, moins stressées, etc. Parce qu'il y a un avantage psychologique en fait à croire. Donc c'est même pragmatiquement parlant, c'est utile de croire. Donc ça a été, je peux vous partager l'étude menée là-dessus. Et il y a des scientifiques qui ne sont pas contents, ils se disent ah bah zut alors ça m'embête un peu quoi. Ensuite, vous avez la question de la physique quantique et de la réalité matérielle. Ça, c'est un peu de dire, au 19e, 20e, on pense que tout est solide, puis on se rend compte qu'en fait, non, en fait, c'est 99% de vide, et puis que finalement, en fait, ce qu'on pensait être matériel, c'est juste des choses qui apparaissent comme ça, sur le moment, dans un espèce de champ quantique de probabilité, et donc vous faites apparaître quelque chose qui est juste une manifestation d'une probabilité, puis qui... Et donc, en fait, on ne sait plus. On n'a pas digéré, en fait, ça. On n'a pas réussi à digérer ça. Et je vous parlais donc de la peste noire. En même temps qu'il y a la peste noire, il y a aussi pas mal de personnes de ce moment-là qui sont plutôt, comment dire, précurseurs dans leur manière de voir le monde, même au sein de la religion chrétienne, qui n'ont pas pu être digérées par la chrétienté. Je vais vous donner une citation ici, je l'ai de Hildegard von Bingen, que je vous conseille vraiment. C'est une femme, donc une nonne du XIe siècle, qui écrit « Dans le cosmos, toutes choses sont interdépendantes, de sorte que le moindre de nos faits et gestes a des répercussions jusqu'aux frontières même de l'univers. La nature de ces répercussions dépend évidemment des actes eux-mêmes. S'ils sont positifs, ils agissent dans le sens de la régénération de la vie. S'ils sont négatifs, dans le sens de sa destruction. L'énergie de nos actes se répand dans l'univers tout entier et l'univers, en retour, renvoie cette énergie vers la Terre jusqu'en chaque créature. C'est ainsi qu'il y aura une époque où l'humanité aura infligé à la nature des blessures tellement atroces que pour se guérir, elle se verra contrainte de déclencher des catastrophes. Les êtres humains, par leur comportement ignominieux, auront entièrement perturbé le fonctionnement des 4 éléments dispensateurs de vie, à savoir le feu, l'air, l'eau et la terre. Écrit dans les années 1100 quelque chose. Enfin, incroyable. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on en fait de ça sous le christianisme? Ou des visions comme Teilhard de Chardin, ou plein de philosophes en fait au sein du christianisme. Qu'est-ce que vous faites de ces révélations, de cette manière de voir le monde, qui sont en fait quelque part des prémices d'un matérialisme avec on comprend l'effet papillon en fait, où chaque acte que l'on pose se réverbère à l'infini et puis nous revient en fait quelque part via cette boucle de cause à effet. Mais vous en faites rien. Il n'y a rien dans la Bible qui permet d'interpréter ça, de donner un sens à tout ça. Et la physique quantique aujourd'hui, c'est la science, elle est aussi un peu perdue en se disant qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre réalité. Et donc on en vient à l'effet de l'observateur, de se dire que le fait d'observer un événement a un impact sur l'événement, c'est aussi quelque chose qu'on a vraiment du mal aussi un peu à digérer au sein du paradigme scientifique où il y a une équation, il y a un résultat, et voilà. Normalement, en tant qu'observateur, en tant qu'humain qui regarde l'expérience, on ne devrait pas avoir une influence sur cette expérience. Alors, on donne un nom un peu scientifique à ces choses-là, et puis on passe à autre chose, par exemple l'effet placebo, qui est donc l'effet de la croyance sur le dénouement, le résultat d'un médicament ou de quelque chose pour guérir. Et on ne peut pas savoir comment ça marche trop. On se dit, il est là, il existe, mais surtout, ne m'en parlez pas, on va juste l'utiliser dans le cadre de nos expériences, mais voilà, le pouvoir de l'esprit sur le corps, on ne va pas trop toucher. Mais ça va tellement loin que l'effet placebo, donc on vous donne un petit sucre, on vous dit c'est un médicament, ça a des effets positifs, mais il y a eu des expériences qui ont été faites qui sont encore plus hallucinantes, c'est des fausses opérations. Où en fait, on vous dit on va vous opérer du genou, et le médecin vous fait une fausse incision, il recoupe juste, il vous découpe la peau, mais il ne fait rien à l'intérieur, il recoupe juste, et vous dit voilà la cicatrice, c'est bon, ça s'est super bien passé l'opération, bravo, votre genou est mis, et la personne dit ah oui, je le sens. Mais, ok, mais on ne veut pas... Il ne faut pas opérer, ça s'est remis. Oui, mais donc, encore une fois, ce sont des questions où le paradigme actuel, c'est pas digérer ça. Il va juste dire, ça existe,
passons, il y a sûrement des causes. Hein. On ne va pas commencer avec un microscope, regarder au niveau cellulaire ce qui s'est déclenché dans la psyché de la personne. Peut-être qu'elle s'est auto-guérie, peut-être que le corps s'est remis tout seul. On appelle ça des rémissions spontanées, hein, c'est un joli petit terme comme ça. Surtout pas appeler ça des miracles, parce que ça cadre pas trop. Mais vous voyez, il y a un problème à digérer l'effet de l'observateur, le pouvoir de l'esprit sur le corps, toutes ces choses-là. Divergence des modèles théoriques. Donc maintenant, il y a un éclatement entre ceux qui vont dans la théorie des cordes, et puis il y a ceux qui sont en matière noire, et puis en fait, la complexité augmente, on ne sait plus d'où donner de la tête, qui a raison, les mathématiques deviennent de plus en plus complexes. Voilà. Et en plus, la science commence à devenir ultra pointilleuse, dans le sens où vous êtes spécialiste de votre petit sous-domaine, sous-discipline, et vous ne voyez même plus comment ça s'insère dans voilà, le grand tout. Quoi, hein. Son petit article. Et chacun écrit son petit truc spécialisé, et puis vous ne voyez pas comment ça s'imbrique dans le tout, et donc on perd un peu, on n'arrive plus à cadrer tout ça. Et puis il reste le mystère de la conscience, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, quelques mois, un pari qui a été gagné par un philosophe face à un neuroscientifique. Ils avaient fait un pari, je ne sais plus, dans les années 90, en disant, le neuroscientifique disait, de toute façon, d'ici 20 ans, on aura élucidé tous les mystères sur comment est-ce que le cerveau produit la conscience et l'expérience d'être conscient, etc. Et 20 ans plus tard, en fait, le neuroscientifique a remis un prix à ce philosophe avec qui il a fait un pari, c'est David Chalmers, le philosophe assez connu dans le milieu de la philosophie, pour lui dire, ben non, tu avais raison, on n'a toujours pas trop. Et donc voilà, donc ça c'est quelque part les contradictions et les limites qu'on est en train de vivre au sein du paradigme dominant, conscient ou non, hein, chez les gens. Donc, encore une fois, je vous dis que la plupart des gens agissent avec un présupposé de matérialisme dans leurs gestes quotidiens qui posent dans les actes quotidiens de la réalité. Ils n'agissent plus en fonction d'une vision monothéiste. Ils sont vraiment dans du matérialisme, ils ne le savent même pas. C'est tellement engrammé en eux. Voilà. Mais la question se pose, c'est bien gentil de nous dire c'est la limite du modèle, mais qu'est-ce qui vient après, hein? C'est la question au million d'euros. Et donc là-dessus, peut-être réfléchissez un peu chacun de votre côté. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc, si la seule constante est le changement, et que cela s'applique aussi à nos paradigmes et visions du monde, qu'y a-t-il au-delà du matérialisme, du physicalisme ou de l'empirisme? Et là, j'utilise ces mots-là parce que ce n'est pas la science, parce que la science, c'est la connaissance. Et la science, elle peut être science, il y a des sciences religieuses, hein, vous pouvez avoir des connaissances que vous accumulez de la religion. Mais donc, la science, c'est vraiment quelque chose de plus universel. Mais le matérialisme et le physicalisme, c'est une approche d'aborder la connaissance. C'est de se dire que la seule chose qui est valable comme connaissance, c'est les choses qu'on peut tester empiriquement avec cette méthode-là. C'est-à-dire que vous devez montrer quel est votre cadre théorique, quelle est votre thèse, quelle est votre méthodologie, et que quelqu'un d'autre puisse le répliquer et obtenir les mêmes résultats. Et donc, ce que ça présuppose, cette méthodologie-là, c'est que l'univers est matérialiste et physicaliste dans son essence. Parce qu'il peut se conformer à cette méthodologie-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui peut transcender ça? Question. Évidemment, on va en parler au cours, mais j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus avant de commencer d'en discuter. Ce serait dommage de ne pas voir d'où vous partez quelque part. Quelle serait votre intuition? Revenir au ressenti, la subjectivité. Le ressenti, la subjectivité. La philosophie, c'est quelque chose qui est au-dessus. L'adaptabilité, s'adapter au fur et à mesure, c'est assez jouissif finalement. L'adaptabilité. Oui. Le monde bouge, on bouge avec lui. Pour moi, ça me plaît. Et en fait, c'est plutôt. C'est difficile d'expliquer. Oui, c'est plutôt donc un paradigme. Hein. Donc, c'est une manière d'approcher la réalité, de comprendre la réalité, un prisme, un nouveau prisme que vous pouvez mettre, des nouvelles lunettes que vous pouvez endosser, qui dépasserait la vision strictement cause à effet. Voilà, on est que. C'est le Big Bang, voilà. Il faut donner un nom alors à ça. Parce que... Pas spécialement un nom, peut-être le décrire ou. L'opportunisme. L'opportunisme, oui, ça. C'est bizarre, hein, oui. Mais c'est dur, hein, c'est difficile. Ça nous pousse à nous pousser, à nous. Bien sûr. Ça nous pousse à nous dépasser, donc comment on peut appeler ça?
Créativité. Créativité, oui. Ok. Ben, donc, oui, je dis post-vérité, pseudo-science, parce que c'est souvent ça qu'on dit des personnes qui sortent du cadre, hein, et souvent utilisées à mauvaise, enfin, de façon péjorative, hein, pour dire c'est pas bien. Mais en fait, dans les transitions que l'on a vécues, il y a toujours... la transition, je les vois plutôt comme ça. Vous savez ce que c'est ceci? Des fourmis. Oui, mais en fait, c'est un pont de fourmis. Est-ce que vous avez déjà vu un pont de fourmis? C'est magique, hein? C'est-à-dire qu'elles ont vraiment, il y a un gap qu'elles doivent franchir, qui est beaucoup plus grand que ce qu'une seule fourmi pourrait faire toute seule, mais elles construisent un pont de fourmis vivantes, et puis à partir de là, elles peuvent toutes traverser. Bien, moi je vois les transitions d'un paradigme à l'autre, un peu comme un pont de fourmis, mais avec des différents humains, qui ont toujours des croyances un tout petit peu plus différentes, comment dire, toujours un peu plus, jusqu'à ce que ça fasse le pont avec un nouveau paradigme. Et on ne retient pas ça, par exemple, de Newton ou de Descartes, on parle d'eux en termes de voilà, la rationalité, la science, etc. Mais qui d'entre vous sait que Newton a écrit autant d'ouvrages théologiques que scientifiques? En fait, il était super croyant, hein, Newton, super croyant. Il a écrit des thèses sur la Bible, sur la théologie, et quand on lit Newton, la gravité n'est pas du tout la preuve de l'inexistence de Dieu, c'est plutôt de dire, mais vous voyez à quel point Dieu est fantastique, à quel point il a bien configuré tout ça, à quel point ça tourne bien l'univers. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, hein. S'il a réussi à faire en sorte que les astres soient équilibrés de manière tellement précise que ça tourne si bien, c'est que Dieu est vraiment surpuissant comme créateur. Et Descartes aussi était super croyant. Aujourd'hui, on est en mode, quand tu es cartésien, c'est pas quelqu'un qui est croyant. Et donc, au début, en fait, vous pensez changer de paradigme, comme Newton et Descartes, mais en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que vous commencez à agir en fonction du nouveau paradigme, mais il n'est même pas encore installé, vous êtes encore dans l'ancien. Et puis, au fur et à mesure du pont, vous en arrivez de l'autre côté, et de se dire, mais c'est qui ces pecnos qui croient plus comme moi, en fait? Mais non, mais Dieu n'existe pas, bien sûr, c'est une évidence. Et en fait, ce gap, c'est une transition douce, et ça doit être une transition douce, parce que sinon, il y a un gap qui est impossible à franchir, en fait. D'accord? Et donc là, ici, donc, au début, ça changeait, ici, aujourd'hui, transition de la science vers quoi au juste. Et en fait, une des manières de renverser, d'effectuer cette transition, c'est en philosophie actuellement, il y a un grand revirement vers l'idée que c'est la conscience le fondement de tout. Alors c'est pas du tout nouveau, hein. Il y a beaucoup de penseurs philosophiques qu'on appelle des idéalistes, par exemple, qui étaient déjà dans cette mouvance-là, ou le panpsychisme. Et en fait, c'est l'idée de se dire que la conscience est première, et puis après vient tout le reste. Et donc la conscience peut... et donc c'est de se dire qu'on est dans un univers fondamentalement mental. D'accord? Donc c'est comme si nous étions le rêve d'un penseur, quelque part. Ok? Mais au départ, ça change quoi? Ça change rien, et c'est ça qui est fou. C'est qu'ils vont vous dire, non, en fait, la conscience précède la matière. La matière n'est qu'une apparence de ce que la conscience est en train de penser à un certain moment. Ok? Mais ils vont vous dire, ça change rien, parce que toutes les lois physiques et chimiques et biologiques, tout ça, ça change. C'est toujours comme ça. Et en fait, la conscience, c'est pas comme si c'était une conscience intelligente qui faisait les choses de façon volontaire ou quoi. C'est comme si c'était un penseur automatique qui pensait à des choses selon toutes les règles de la science telles qu'elles ont été établies. Donc elle n'a pas le loisir de penser à autre chose. Donc, encore une fois, on se situe dans la même démarche que Newton et Descartes. On propose une idée nouvelle, un paradigme nouveau, on renverse un peu les choses, et en même temps on dit non, mais vous inquiétez pas, tout est pareil, tout est pareil. Surtout, ne brûlez pas sur le bûcher. C'est un peu l'idée. Hein. Parce que Galilée, on sait ce qui est arrivé. Et avant Galilée, je ne sais même plus quel est son nom, mais il y avait un astronome qui avait déjà proposé l'idée que le Soleil était au centre et qui lui s'était fait effectivement brûler. Donc on n'a pas très envie. On n'a pas très envie d'être le premier, vous voyez, qui propose une nouvelle idée, mais qui dit en fait ça change tout. On a envie de dire au début, je pose ça là, la gravité, mais ne vous inquiétez pas, je touche à rien. Voilà. Et quelque part, tant mieux, parce que pour construire ce pont, il faut le construire fourmi par fourmi. Si vous le faites trop vite, les gens ils vont péter un câble.
Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, je vais peut-être revenir à lui après, Simondon, mais je vais insister là-dessus, l'importance de l'état d'être. Donc ici, vous avez l'image d'un prêtre inquisiteur, et là, d'un scientifique fou. Ok ? Le prêtre inquisiteur, est-ce qu'il vous donne envie, est-ce que son état d'être vous donne envie d'être croyant? Vous voyez là, il est en colère, il commence à fulminer, c'est l'apocalypse, etc. Le scientifique fou, est-ce qu'il vous donne envie de croire en la science? Imaginez un scientifique, vous voyez d'où vient cette image. Hein. C'est Retour vers le futur. Oui, avec Doc Brown, le scientifique avec les cheveux en pétard, un peu de caricature d'Einstein. Et en fait, imaginez, je ne sais pas, quelqu'un, un scientifique du XVIIIe siècle qui arrive devant les foules et qui dit « Mais vous ne comprenez pas, vous êtes 99% de vide, et puis de toute façon, tout ça, c'est que des boules de billard qui tapent les unes dans les autres, et moi, tout ce que je suis en train de dire, c'est même pas le libre arbitre, en fait, c'est ce que je disais avant, et il n'y a que des causes à effet, donc de toute façon, ce que je disais maintenant, ben, c'est ce que j'aurais dû de toute façon dire, parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et on vous prend pour un fou. Vous allez dire « Mais non, mais moi, je ne veux pas de ça, surtout pas de ça. » Donc, l'état d'être, c'est peut-être ce qui est le plus important, en fait, quelque part, dans cette transition d'un paradigme à un autre. Okay, le singe qui reste accroupi et qui stresse comme ça dans les hautes herbes, ben, vous vous dites non. Celui qui est là, qui se lève et qui regarde paisiblement l'herbe en se disant « moi je suis cool parce que je sais ce qui arrive », vous dites ah, « je vais le copier de lui ». Parce que lui, son état d'être me touche, m'inspire. Quand vous avez les premiers médecins qui sont en mode « bon, les prêtres annoncent la fin du monde, mais moi je suis zen, moi je sais que voilà, il suffit de se laver le corps et tout ça, et ça ira », vous dites, ah, vous allez chercher la rassurance auprès de cette personne-là. Et donc, c'est pour ça que finalement, plus important que de se dire, ça en revient à cette question de la vérité, et du fait qu'elle est personnelle, que l'être humain a comme on dit un skin in the game, on dit, il y a un enjeu personnel pour nous, c'est qu'on ne va pas adopter n'importe quelle vérité. On va adopter une vérité qui, non seulement nous parle à notre état d'être, et qui nous inspire de l'état d'être qu'on voit chez quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, le problème, c'est que, ben, pour les climatologues, leur état d'être, il est pas cool, quoi. Et bon, évidemment, on peut le comprendre, puisqu'ils se disent, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Ils vont pas être là, chouette, allez, c'est joyeux, on est heureux, quoi. Mais, fondamentalement, c'est ça quelque part qui inspire les humains et qui attire en fait vers l'évolution. C'est l'état d'être. Quand vous avez quelqu'un qui semble posé, qui semble cool, etc., vous êtes comme en résonance avec une aspiration à toucher ce même état d'être. Parce qu'on veut l'avoir nous-mêmes. Mais oui, c'est ça. C'est ce qu'on cherche aussi quand on regarde un grand pianiste jouer au piano, et qu'on a envie de jouer au piano. Hein. Quand on est enfant, on regarde une grande ballerine, on se dit, mais waouh, ce que ça me fait sentir là, j'ai envie de le sentir et j'ai envie de tester. J'ai envie de... Oui, à la semaine prochaine. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. C'est peut-être plus ça qu'on cherche qu'autre chose. Alors, je vais donner quand même quelques éléments de réponse que l'on va approfondir au prochain. Il y a une philosophie que j'aime beaucoup, c'est la philosophie Holon de Arthur Koestler. Et c'est cette idée que l'univers est construit en parties qui forment des tout. Ce tout est une partie d'un tout encore plus grand et que cette logique se répète quelque part à l'infini dans l'univers. Donc un holon est quelque chose qui est à la fois un tout et une partie. Donc vous avez atomes, molécules, organelles, cellules, tissus, organes, organismes. Hein. Et ça, on connaît hein, tout ça, c'est juste la façon dont la science vous explique la hiérarchie des choses. Donc, on a bien des atomes qui font des molécules, qui font des cellules, qui font des êtres, mais la question c'est, ça, qu'est-ce que ça fait? Et ça, c'est un peu la question taboue. Et ce qui est quelque part ironique, c'est que quand on parle de conscience, on dit toujours, ben, quand on vient à ça, l'atome, c'est pas conscient, c'est mécanique, voilà, on va vous rire au nez si vous dites l'atome a une conscience. La molécule, c'est mécanique, c'est pas conscient, c'est automatique, voilà, trois équations et je vous explique comment ça fonctionne. Les cellules, bon là il commence à y avoir débat. Est-ce qu'il y a conscience ou pas? Mais bon, on va vous dire, mais quand même, non, ça obéit à des lois biochimiques, c'est de la biochimie, hein, des interactions entre la cellule, c'est des réactions biochimiques. Et puis tout d'un coup, paf, intelligence et conscience,
émerge ici. Là, c'est débile automatique, débile automatique, débile automatique. Là, c'est intelligent et conscient. Et puis, on arrive là, et ça, c'est quoi? Un système. Un système, mais on va vous dire des trucs comme biosphère, écosystème, je sais pas moi, société, civilisation. Mais ce ne sont pas des termes qui suggèrent une intelligence, une conscience propre à ça, à cette espèce de tout qui peut être formé à partir d'éléments qui sont des êtres humains. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que vous avez quelque chose qui, donc, c'est toujours donc, débile, pas conscient, puis intelligent, conscient, et puis ça redevient débile, pas conscient, une fois que ça dépasse l'être humain. Donc l'être humain est quelque part au centre, on est les seules personnes qui sont intelligentes et conscientes. Tout ce qui est inférieur à nous en termes de... Bon, allez, on va dire un animal, ça va, on va quand même lui attribuer un peu de conscience et tout ça, l'intelligence, mais tout ce qui est vraiment microscopique, comme des cellules, et puis surtout ce qu'il y a en dessous, donc la molécule et tout ça, c'est mécanique et pas conscient. Et puis tout ce qui est au-dessus de l'être humain, c'est aussi mécanique et pas conscient. Et donc c'est un peu s'attribuer à une espèce de primauté comme ça que je ne vois pas d'où elle peut venir. Donc ça c'est déjà un questionnement intéressant. Et on a vu ça au dernier cours de Qu'est-ce que l'argent avec madame. Et sinon là les fractales, ça c'est un autre élément que j'aimerais amener. Les fractales, c'est un pattern mathématique qui est présent partout dans l'univers, à des échelles micro comme des échelles macro. Donc, que vous regardiez la spirale d'une galaxie, ou que vous regardiez là, le courant des rivières, ou un chou romanesco, en fait, elles sont présentes partout. Au niveau macro, au niveau micro ou macro, c'est les mêmes structures, les mêmes patterns qui se répètent. Donc, voilà, vous avez ici la coquille d'un mollusque ou les spirales des galaxies. Tout ça, c'est un même pattern. Et donc, c'est de se dire qu'il y a un lien entre le micro et le macro. Par exemple, quand on regarde une ville, comme ça, on se dit, ben, il n'y a rien de naturel là-dedans, il n'y a rien de fractal là-dedans. Mais en fait, quand vous regardez les nervures d'une feuille et le plan d'une ville vu d'au-dessus, en fait, vous voyez qu'on fait partie de ça, de ce genre de pattern qu'il y a dans la nature et qui existe à toutes les échelles. Et donc, en se basant sur ce que je disais ici tout à l'heure, c'est l'idée du corps humain au corps social. Imaginez si chaque être humain n'était qu'une cellule à l'intérieur d'un super-organisme, l'humanité. Et donc ça, c'est les idées que je vais explorer au cours suivant. C'est de se dire, ben, ok, partons de cette idée-là et voyons quelles sont les implications de regarder la réalité à travers ce paradigme-là, à travers cette idée-là. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Mais on serait une cellule à l'intérieur d'un super-organisme. C'est ça. Qui a peut-être son intelligence propre, sa volonté propre, sa manière de voir le monde propre, et on va voir qu'est-ce que ça implique. Alors, au cours précédent que j'ai donné, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, j'ai appliqué ce cadre analytique à uniquement le système financier. Donc, essayer de comprendre le système financier à travers ça, c'est le troisième cours que j'ai donné ça. Mais je vais l'appliquer maintenant, cette idée-là, à tout, puisque c'est ça le but. C'est-à-dire, vous avez la lentille, les lunettes monothéistes, vous l'appliquez à tout, vous l'appliquez à la machine à vapeur, vous l'appliquez à la veste noire, vous l'appliquez à tout dans la réalité, et vous vous dites, voilà ce qu'il va faire. Il va falloir prier 20 fois, faire 3 Ave Maria ici, brûler les sorcières ici, voilà. Et puis, vous avez un cadre analytique qui est celui de la science matérialiste, et vous dites, voilà, les solutions pour tel et tel et tel problème, c'est comme ça qu'on les voit. Moi, si j'adopte ce paradigme-là, de se dire que, et si nous étions une partie dans un tout qui nous dépasse, qu'est-ce que ça a comme implication? Alors encore une fois, c'est pas non plus une idée qui est totalement nouvelle. Même Platon, dans la République, décrit l'humanité comme une espèce d'organisme qui est composé de différents éléments. Alors lui, c'est super simple. Il y a les guerriers, il y a les fermiers, il y a les philosophes et les esclaves. Enfin, voilà, c'est très rudimentaire, mais l'idée est là. Puis il y a Teilhard de Chardin, que j'aime beaucoup, qui est un prêtre, qui développe l'idée de la noosphère. C'est-à-dire que notre réalité serait divisée en différentes couches. Vous avez la géosphère, qui est la réalité matérielle de la planète, donc les roches, l'eau, etc. La biosphère, qui est le vivant de la planète, et la noosphère, qui est comme les idées, si vous voulez. La sphère des idées, qui
une couche à part entière qui se superpose à la réalité. Okay, et donc, c'est comme si, quelque part, au plus vous avez d'êtres vivants sur la planète, au plus la planète ressemble moins à Mars et un rocher mort, au plus ça ressemble à quelque chose couvert de verdure, d'arbres, etc. Et au plus il y a d'humains sur la planète, au plus il y a des idées qui apparaissent sur cette planète. Cette table, c'est une idée. Il n'y a pas une graine que je peux mettre dans le sol qui va me faire pousser une table et puis je vais couper la table. L'ordinateur, c'est une idée. La voiture, c'est une idée. La chaise, c'est une idée. En fait, c'est comme si l'être humain était le pont entre le monde des idées, qui est la noosphère, et le monde matériel et la réalité physique, la réalité que l'on observe. Au fur et à mesure, au plus il y a d'humains sur Terre, au plus les idées, quelque part, c'est comme si elles se superposaient au reste de ce qui existe. Ok ? Vous avez aussi la théorie de l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, qui est aussi l'idée que la planète, en fait, est un être vivant, un super-organisme qui est vivant, qui a sa conscience propre, sa vie propre, et que ce n'est pas juste des éléments un peu disparates. Et vous avez Francis Eilingen, qui est un Belge, qui parle de cerveau global, et donc qui décrit quelque part l'humanité comme, chaque être humain comme un neurone dans un cerveau, une intelligence collective globale. Mais vous avez plein d'autres penseurs et philosophes qui ont des idées qui sont similaires. Jung dans l'inconscient collectif, par exemple, Carl Jung dans son idée d'inconscient collectif. Voilà, il y en a plein. Mais même Simondon ici, que j'ai pas eu le temps parce que c'est un peu poussé, qui parle de transindividuel. Mais ça, on va aborder la prochaine fois quand on va parler de l'importance de la vie dans tout ça. Et donc, au prochain cours, l'idée, c'est que on va poser quelques postulats de départ pour une nouvelle vision du monde. On va un peu plus déconstruire la réalité perçue, la différence entre la forme et le fond, et on va faire une analyse symbolique de la réalité à partir de cette idée que nous faisons partie d'un organisme global. Alors, donc en fait, Simondon, c'est un philosophe qui n'est pas très connu, qui a fait de la philosophie notamment sur les machines et la mécanique. Une de ses grandes œuvres, c'est du mode d'existence des objets techniques, et une autre, c'était sur la philosophie de l'individuation. Alors l'individuation, c'est de se dire, mais comment ça se fait que dans notre réalité, il y ait des individus? D'où est-ce que les individus viennent? Moi, je suis un individu, vous êtes un individu, ok, mais d'où ça vient? Et donc, ce qui est intéressant dans la philosophie de Simondon, c'est que la vie est un processus continu d'individuation toujours en devenir. L'exemple qu'il donne au tout début de la théorie de l'individuation, c'est qu'il y a une espèce d'état pré-individuel qui est rempli de potentialités, et qu'à partir de cet état individuel, vous cristallisez une des possibilités qui devient un individu à part entière, là où c'était juste une soupe de potentiel amorphe. Ça nous fait penser, en fait, finalement, à cette espèce de champ quantique où il y a toutes les possibilités, et puis à partir de ce champ, il y a une possibilité qui émerge à un moment donné, qui est celle que vous observez à un moment T. Comme si finalement l'univers était un champ où il y a plein de vagues, et qu'au moment où vous l'observez, c'est comme un océan dont la topographie des vagues qu'il y a à un moment T, c'est celle que vous observez, mais elle aurait pu être n'importe quoi d'autre. Vous voyez ? Mais donc lui, il fait la différence entre la vie et l'individuation. Comme exemple, il utilise le cristal. Les cristaux se forment à partir d'une espèce de solution qui est sursaturée en potentiel, et il faut y apporter une espèce de semence ou une graine cristalline autour de laquelle se structure cette solution. Sans ce germe, ça reste juste un truc qui a plein de potentiel, mais qui va nulle part, qui n'a pas encore une forme définie. Au moment où vous mettez ce germe, paf, ça se cristallise, et il y a un cristal qui apparaît, qui a une forme bien définie, une structure bien définie. Et donc c'est comme si, à partir de ce germe, il s'individualise, il devient quelque chose de concret, une forme concrète, il prend une forme, à partir d'un potentiel. Et ce que Simondon apporte, c'est qu'il voit la vie comme un processus continu d'individuation. C'est comme si on était en train d'en permanence se cristalliser, et il appelle cette germe qu'on apporte dans la solution pleine de potentialité la singularité. C'est-à-dire c'est comme si c'était un événement clé qui déclenche la cristallisation. Okay ? Et donc, vous pourriez dire que l'être humain, mais lui il parle même du collectif,
c'est quelque chose, la vie est quelque chose qui est en processus d'individuation, et donc on cherche tout le temps à épuiser un potentiel qui est inépuisable en passant différents paliers. Et donc l'évolution même de l'humanité, l'évolution même des organismes vivants, de la première cellule avec les animaux et tout ça, c'est juste le processus d'individuation qui se poursuit. C'est comme si la vie était un énorme cristal qui poussait dans le temps, à l'infini, et qui peut pousser davantage, ou s'individuer davantage, en apportant des singularités à certains moments qui permettent de donner forme à ce potentiel qui est amorphe. Okay. Alors c'est très conceptuel, c'est très compliqué parfois à cerner, mais c'est très intéressant dans le sens où les paradigmes pour l'humain sont comme en fait des singularités qui permettent de nous développer là où on ne se serait pas développé avant. Il faut bien adopter une vision matérialiste pour pouvoir faire une civilisation à 9 milliards d'humains interconnectés avec Internet, avec les voitures, etc. Il faut bien adopter une vision monothéiste pour dépasser les guerres de clans, les superstitions, le fait que les chefs de tribus sont la guerre et que d'un côté il y a les Romains qui disent que Jupiter est de leur côté, de l'autre ils disent que mais non, c'est Athéna qui leur a dit que. Il faut bien quelque chose pour fédérer tout ça et pour s'individuer davantage. Et donc on voit bien en fait que là on est en train d'essayer d'épuiser quelque part, de puiser dans toutes les potentialités qu'il y a pour les êtres humains, pour la vie en fait en général. On utilise pour ça des paradigmes. Et à chaque fois, c'est comme si un paradigme épuisait ce qui était possible d'épuiser avec sa manière de cristalliser les choses, et puis il faut apporter un nouveau germe, et ça ouvre les champs des possibles à nouveau, et donc on se cristallise davantage. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est la relation entre la vie et le milieu. L'individu et le milieu sont en interaction constante et indissociable. La vie émerge de la relation et de la tension entre l'organisme et son environnement. En fait, pour Simondon, ce qui est très très intéressant et ce qui est vraiment un truc à s'arracher les cheveux, c'est pour lui, la vie et le milieu associé, et l'individu et le milieu associé apparaissent en même temps. Ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas de réalité extérieure qui préexiste à l'individu qui est dans cette réalité extérieure. Que les deux évoluent en concomitance. Et que la réalité extérieure devient de plus en plus complexe, et parce qu'elle est le reflet de la complexité acquise à l'intérieur. Et ça, on va vraiment devoir aller creuser ça, parce que c'est un des grands mystères, finalement. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a un intérieur et un extérieur à partir de quelque chose où il n'y a rien? Si vous fermez les yeux, et que vous imaginez qu'il y a juste le vide, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière artificielle que vous pouvez dessiner en disant ça, c'est l'intérieur et le reste du vide, c'est l'extérieur. Il n'y a pas cette distinction-là. Donc, en fait, les questionnements ontologiques auxquels on va faire face, ce sont des questions ontologiques vraiment fondamentales dans le sens où vous devez expliquer l'émergence du temps, vous devez expliquer l'émergence de l'espace, d'où vient l'espace, vous devez expliquer l'émergence de l'existence d'un intérieur et d'un extérieur là où il n'y en a pas. C'est assez profond, voyez. Mais en faisant cette démarche, vous verrez que ça a des implications sur notre manière de voir le monde. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à creuser. Et vous allez voir, c'est très très puissant dans le sens de ce que ça peut nous dire sur le sens et la réalité. Le principe d'individuation, donc l'individuation est le processus par lequel un individu se forme et se singularise. Elle résulte de la résolution de tensions dans un champ pré-individuel riche en potentiel. Donc ce concept de tension est très important. Okay ? C'est à travers les tensions que l'on s'individue. Et donc, je vais peut-être aller un tout petit peu trop en avant, mais c'est de se dire qu'en fait, la vie est toujours au centre de ces tensions. Où qu'elle aille, elle emporte ces tensions avec elle. Vous voyez ? C'est un peu... certains auteurs ésotériques, comme Alan Watts, disaient « La seule paix que vous allez trouver au sommet de la montagne est la paix que vous avez amenée vous-même. » Et c'est de se dire qu'en fait, finalement, vous pouvez emmener votre corps où vous voulez, mais les tensions qui résident en vous, psychiques, etc., vous les emportez avec vous où vous voulez. Donc vous êtes toujours au centre de la réalité, au centre de vos tensions à vous, pour votre individuation personnelle. Et les problématiques que vous avez, où que vous ayez sur la Terre, vous les emportez avec vous. Et vous devrez vous individuer à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose de très, très magique et unique à la vie,
c'est qu'un cristal n'emporte pas ces tensions avec lui. C'est dans une solution et c'est très figé, etc. La vie, c'est vraiment quelque chose de magique, puisque où qu'elle aille, elle emporte avec elle des tensions qui arrivent à l'intérieur d'elle, qui se matérialisent par des tensions externes. Oui. Il y a ce rapport entre intérieur et extérieur, et l'extérieur est quelque part, c'est comme si en fait la réalité entière en fait, pour un individu, pour la vie, était cette solution sursaturée de potentiel qui présente des nouvelles tensions pour continuer cette individuation. Pourquoi est-ce qu'on parle d'extérieur et d'intérieur alors? S'il n'y a pas de... En fait, si vous voulez, c'est à travers l'extérieur que vous pouvez résoudre ces tensions intérieures. Donc il y a une dynamique entre les deux. Vous voyez? Voilà. Parce que sinon, vous n'êtes que à l'intérieur de vous-même. Hein, c'est un peu compliqué. Mais surtout, il n'y a pas de relation à l'autre, l'altérité. C'est que l'autre fait partie de ces tensions-là. Voilà. Et ça, c'est très important aussi dans la philosophie de Simondon, c'est que l'aspect relationnel des choses est hyper important. Le fait que nous soyons en relation, c'est quelque part, ça cimente l'existence, l'expérience, etc. Si vous étiez vraiment tout seul dans l'univers et il n'y avait rien d'autre, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien à faire là. Il n'y a pas de tensions qui sont créées. Vous voyez? Il n'y a pas de potentialité de s'individuer plus. Parce que les potentialités viennent des frictions entre différents individus. Enfin, voilà. Bonne ou mauvaise friction. Bonne ou mauvaise. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise friction, parce que c'est toujours une opportunité de s'individuer plus. Et exact. Soit vous allez résoudre des tensions en s'individuant plus, soit vous allez les subir, et alors ça va être perçu subjectivement comme tendu ou compliqué. Sursaturation et singularité, donc c'est ce que j'avais expliqué. Donc la sursaturation représente un état chargé de potentiel énergétique ou informationnel. C'est comme si on avait un bouillonnement d'informations là qui attendait de prendre forme. La singularité est l'événement déclencheur qui initie le processus d'individuation. Et la différence entre la vie et la matière, c'est que pour la vie, l'individuation est perpétuelle et ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité quelque part. En fait, ironiquement, Simondon dit que vous êtes un vrai individu au moment de votre mort. Parce qu'en fait, c'est le moment où vous êtes figé, vous êtes comme un cristal, il n'y a plus de possibilité de vous individuer davantage. Tant que vous êtes vivant, vous n'êtes pas un individu, vous êtes un processus d'individuation en devenir. Donc il y a ce côté d'en devenir. Voilà. Et donc Simondon, il critique en fait la philosophie des anciens qui ne voyaient que soit la stabilité, soit le mouvement, et le chaos quelque part, et pas quelque chose qui est entre les deux. C'est-à-dire quelque chose qui est dans la fluidité du devenir, quoi. Voilà. L'individu conserve un potentiel pré-individuel permettant une évolution continue. Pour le cristal, l'individuation se termine une fois le potentiel pré-individuel épuisé. Le cristal atteint un état stable sans possibilité d'évolution ultérieure. Et donc, avec cette manière-là de voir la vie, en fait, le prisme à travers lequel Simondon voit la vie, comme une évolution perpétuelle, le fait que les paradigmes, ça s'applique aussi. Et donc voilà, donc on va voir si on va essayer de trouver quelque part une vision du monde, un sens qui permet de continuer cette individuation. C'est le seul truc qu'on peut faire, selon ces philosophies-là. Et donc c'est une façon complètement différente de juger ou d'avoir un rapport à la vérité ou au sens, c'est qu'il est quelque part instrumental à une finalité, et que ce n'est pas quelque chose d'absolu. C'est vraiment quelque chose qui a vous le sélectionnez avec des critères bien précis. Vous voyez? Dans cette dynamique hegelienne aussi, de thèse, synthèse, de thèse, antithèse, synthèse, de dialectique et de mouvement de la conscience, d'évolution de la conscience, de faux comme des moments du vrai, mais donc avec une évolution. Et donc tout ça, on va essayer de le rassembler ensemble. Et vous allez voir, le prochain cours, il va être beaucoup plus amusant. Parce que là, j'ai posé les cadres, les bases, un peu les grandes questions, un bouillonnement, un peu de questionnement des choses. Mais la semaine prochaine, je vais vous présenter une vision qui va parfois vous paraître comique, parfois va vous effrayer peut-être un peu. Mais vous allez voir que ça aura des implications très intéressantes sur la façon de voir plein de différentes choses. Que ce soit le changement climatique, le coronavirus. Le changement climatique, je vais peut-être le laisser pour un cours d'après, parce que ça demandera un travail plus en profondeur. Mais même les guerres, même tout.